Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 1! Oh my god! Oh oui, nous sommes de retour! Le 100... Enfin! le 101e épisode de Balado Ludique. Après une pause confinement bien méritée, nous sommes de retour et aujourd'hui, on va vous parler des jeux d'introduction pour 3 petits points. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Salut Simon, comment ça va? Oh, JF, je suis tellement content qu'on se retrouve au micro. Là. Ça fait longtemps, hein, là. Ça fait quand même un petit bout. Là. Ça faisait un petit bout. J'espère que les gens ils pensaient pas qu'après le centime c'était fini pour vrai. Hein? Parce que c'est pas fini, clairement. Ben non, ça commence. Épisode 1. Épisode 1, Yes. on reprend ça. Ben oui, en réalité, on a pris une pause à peu près un mois de plus que d'habitude seulement. C'est juste qu'avec le confinement et tout ça, ça avait l'air tellement plus long. Ah ouais, ça fait un an, on dirait. C'est ça, c'était dans une autre vie. Alors nous... C'est vraiment une autre époque. C'est ça. Le monde a complètement changé. Y a encore des gens qui jouent à des jeux sur des tables? Je sais pas. Mais bon, on va tenter de le découvrir au cours des prochains épisodes. Ouais, ça doit être rare. Ça doit être effectivement assez rare. Les gens, j'espère que vous êtes contents d'être là. Je suis sûr que d'entendre notre voix vous rend tout joyeux et fébrile d'excitation. J'espère que c'est le cas. On est content d'être de retour. Avant de se lancer là, dans tout le cœur de tout ce qui nous attend et tout ça, j'aimerais remercier la nation balado-ludique, les Patreons de ce monde. Alors, entre la saison, notre nombre de Patreons a explosé jusqu'à atteindre la stratosphère de 16 Patreons. Pour certaines personnes, ça peut sembler peu. Pour nous, c'est tout. C'est magnifique, JF. C'est un record. Eh ben non, mais plus que ça. on n'a jamais eu plus que 16 Patreons. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous supporter dans nos projets. Grâce à vous, maintenant, on peut payer l'hébergement annuel de notre podcast. Donc déjà, ça, c'est très cool. On va pouvoir commencer à évoluer notre gear, faire des expérimentations et éventuellement se payer une villa quelque part en Amérique du Sud. Rapidement, parce que vous êtes trop cool. Merci à Steve, Temple du Meeple. Merci à Max. Merci à Simon, SS5. Merci à Mad Virtue. Merci à Martin Lavoie. Merci à Ghislain Meilleux, Francis Bédard, Dominique Richard, Vincent Jutras de la Croustade, Pierre Rickman, Zen Pierre, Miss Lilix, Kat Cohen, la testeuse officielle, Antoine Lefebvre, Vincent Beaulac, le Gandhi du jeu, Alex Gibault et Julien Avey. Merci à vous, merci d'être là, de nous supporter dans cette aventure. Les Patreons, qu'est-ce qu'on leur donne? Notre amour inconditionnel. Et chaque semaine, le jeudi soir vers minuit, une petite vidéo exclusive qui vous présente les dessous de Balado Ludique. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Ouais. La dernière fois, j'ai filmé mon tiroir de sous-vêtements. Ok. Fait que ça montrait justement les dessous là, de Balado Ludique. C'est bon. Yes. Je montre les miens, c'est ça que tu veux dire? Ben là, les gens s'attendent quand même, tu sais, c'est des gens qui payent, là, fait que faut Oui, le client a toujours raison. Exactement. Si vous voulez voir les bobettes de GF, on va vous les montrer, ces bobettes. Ben oui. Eh oui. Y a pas de problème. Les miennes, ils ont tellement de trous dedans, en plus. J'appelle plutôt ça une ceinture, rendu là. Donc, ben, on est là aujourd'hui. Vraiment content d'être de retour. Ça va être quel genre de saison, JF, la saison 8? Ben, comme d'habitude, hein, je pense. Une saison bien spéciale. oh oui, ben spécial, plein de surprises, mais pas de concept clair, là. On va vraiment dans l'expérimentation. On va essayer de peut-être revenir avec un petit poké game, peut-être des épisodes sur la route un peu, même si c'est pas trop possible. On veut pas trop spoiler qu'est-ce qui va se passer. Nouveau collaborateur, collaboratrice? Ben, évidemment, Pierre, qui est là, qui est pas nouveau, qui est nouveau de la dernière saison, mais qu'on va aller visiter.
chez lui. Ben oui, ça? parce que si vous avez raté l'épisode 100, sérieusement, je sais pas qu'est-ce que vous faites là, vous avez raté l'épisode 100, vous écoutez l'épisode 101. Retournez, là, allez écouter l'épisode 100, là, parce qu'on annonçait d'ailleurs qu'il y avait un troisième membre qui se joignait à nous, qui n'était pas là aujourd'hui. Là, ça a été l'affaire la plus cool qui se pointe. Ben non, j'étais là depuis le début. Puis il était là. Mais bon, c'est pas le cas. On va quand même essayer de faire des épisodes à 2, des fois à 3. Mais PPPPPP7, la légende, a maintenant rejoint les rangs de Balado Ludique et on fera un méga bundle, 3 épisodes dans sa caverne. Oui, et dans sa caverne, parce qu'on va aller voir tous les secrets qui se cachent dans cette caverne d'Ali Baba et pointer des jeux et demander c'est quoi ça, Pierre? C'est quoi ce jeu-là, Pierre? Hein? Puis celui-là, puis c'est quoi, Pierre? Donc, on va en avoir pour au moins 3 épisodes à poser des questions à Pierre. Exactement, ça va être très très cool. J'ai vraiment hâte là, qu'on aille vivre cette aventure. Et en podcast, mais on va aussi essayer de faire en vidéo parce qu'on va tout filmer d'ailleurs. Oui, c'est ça là. Ben, d'ailleurs, ça c'est un très bon segue, JF, pour la suite. Pour ceux qui sont vraiment des fans du podcast, vous êtes comme, ok, ben moi j'ai écouté l'épisode 100 il y a 3-4 mois, j'ai été confiné, et là j'écoute l'épisode 101. Mais il s'est passé beaucoup de choses du côté de Balado Ludique pendant votre absence. Nous avons fait 100 diffusion sur Twitch. Donc, on est rendu dans le monde de la vidéo. Encore, le podcast, je pense, va rester notre médium numéro 1. C'est ça le projet. L'idée, c'était d'avoir une plateforme qui était très libre, très facile d'accès. Donc, le podcast va rester ça, mais on va essayer d'intégrer de plus en plus peut-être de la vidéo dans nos diffusions. Peut-être des fois faire des diffusions vidéo, faire des lives. On va reprendre certains lives. On en fait plusieurs. On aura le temps pendant la saison de parler de ça. Il y a peut-être 2 ou 3 projets dont j'aimerais parler en introduction qui sont, je crois, très intéressants et qui vont rester probablement. Le premier et ça c'est cool parce que c'est un projet que JF a parti il y a tellement longtemps et que ça vient se recroiser d'une façon vraiment spéciale avec Balado Ludique. On n'a pas l'habitude de parler beaucoup de nos vies personnelles et de nos projets externes à Balado Ludique. C'est voulu, hein? On veut pas se faire stalker puis que vous veniez cogner à notre porte, bien entendu. Mais JF a parti il y a plusieurs années quelque chose qui s'appelle Zone Proto, qui est un groupe là, dans le but de favoriser les auteurs à faire tester leurs jeux, les mettre en contact avec le public et tout ça. Une communauté, les mettre en lien entre eux, puis essayer de les aider à évoluer dans tout ça. C'est ça, et ça c'est un très beau projet là, que ça fait plusieurs années que tu travailles dessus, et il y avait une activité là-dedans qui s'appelait le premier dimanche du mois. Ouais. C'était quoi ça, les premiers dimanches du mois? Donc, depuis 5-6 ans, là, au moins, tous les premiers dimanches du mois, tous les auteurs sont invités là, à venir faire une rencontre qui normalement dure environ 4 à 5 heures, où notre objectif, ça va être de tester les protos de tous les auteurs présents et donc de créer de l'entraide, de l'échange entre les auteurs, parce que oui, quand tu viens faire tester ton jeu, tu dois au moins tester le jeu d'une autre personne. C'est à peu près une des seules règles du groupe. Aussi, bon, évidemment, on ne pouvait pas passer des 2 ou 3 heures sur un même jeu, donc il y avait une petite limitation là, pour être sûr qu'on puisse tester les jeux de tout le monde, mais c'était une rencontre physique où les gens ils se rencontraient, créaient peut-être des relations, peut-être trouver des gens avec qui créer un jeu, et tout ça, donc ça a vraiment aidé à créer un peu une communauté. C'est sûr que c'était principalement à Montréal ou dans la région, puisque c'était un endroit physique, mais là, c'est virtuel. Oh oui, parce que là, dans le fond, là, les premiers dimanches du mois pouvaient plus se tenir. Moi, je cherchais vraiment des idées de diffusion, quoi faire, avec qui on peut connecter, qu'est-ce qu'on peut faire. Là? J'étais seul chez moi, j'étais en train de devenir fou. Dans mon sous-sol, il faisait 40 degrés Celsius, je pouvais plus vivre. Fait que je me suis dit, OK, on va reprendre l'activité des premiers dimanches du mois. On va tester les jeux de façon virtuelle. On a commencé ça en juin, juillet, août, septembre, octobre, et c'est quelque chose qui va rester, même si les premiers dimanches du mois vont reprendre physiquement, il y aura encore cette portion virtuelle dans laquelle on va tester des jeux en direct sur notre Twitch.
D'ailleurs, allez vous abonner twitch.tv/baladoludique. On fait pas des diffusions abusivement tout le temps. Là, on a un peu slacké là-dessus, mais les premiers dimanches du mois, on teste des prototypes. D'ailleurs, c'est ça, comme tu dis, JF, c'est plus limité aux gens de Montréal. Oui. Ben, c'était pas limité à ça, mais les personnes de Trois-Rivières, ils allaient pas nécessairement descendre à Montréal. Certaines personnes le faisaient, mais la plupart, c'était un peu loin. Mais là, maintenant, c'est possible. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que la semaine dernière, c'était le premier dimanche du mois de septembre. Là, je dis la semaine dernière pour vous, c'est peut-être il y a 3 semaines. Là. Mais on a eu Amin Ramani de Cosmodoc, qui est un Algérien. Il vit aux portes du désert, en fait, et il est venu tester son jeu avec nous. Donc vraiment très cool. On est en train de créer aussi une communauté autour de ces tests-là virtuels. On a un groupe de testeurs et de testeuses qui est récurrent chaque semaine. On a gardé la règle, si tu veux faire tester ton jeu, il faut que tu testes le jeu des autres. Mais on fournit des testeurs et des testeuses motivés qui s'améliorent de fois en fois, qui sont habitués de tester des jeux sur les plateformes virtuelles. Donc ça crée quelque chose de très intéressant là, par rapport à ça. Oui, exact. Ça ouvre beaucoup de possibilités, d'opportunités pour justement d'autres auteurs. Malheureusement, je ne sais pas s'il va vraiment avoir des premiers dimanches du mois physiques avant 2021. On vous laissera savoir à ce niveau-là, mais pour l'instant, ça va être surtout virtuel. Mais là, les gens, ils font des jeux de société, ils font pas des jeux vidéo, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben ça c'est un sujet qui a été beaucoup couvert quand même, mais au podcast on l'a pas tant couvert parce que le gros de la crise s'est passé entre nos 2 saisons. Mais le monde des plateformes virtuelles de jeux de société se développe à une vitesse fulgurante. J'ai cumulé... je crois que je suis rendu à plus de 575 heures sur Tabletop Simulator dans les 3 derniers mois là, sur Steam. Ouais, c'est rendu extrême en fait. Depuis le confinement, là. Ouais, depuis le confinement. T'avais joué un peu, t'avais été dessus un peu avant, mais... Je l'avais ouvert 4-5 fois peut-être. C'est 10 heures, là. Maintenant, c'est rendu, en fait, quand je suis dans d'autres programmes, j'utilise les shortcuts de Tabletop Simulator puis ça fonctionne pas. Puis je suis comme, comment ça je peux pas zoomer en faisant ça? Des formations professionnelles. On a utilisé aussi Tabletopia. Il y a beaucoup de gens qui sont très à l'aise avec cette plateforme-là. Donc, tout se passe virtuellement. On est sur Discord. On a un Discord maintenant aussi, un Discord qui est de plus en plus actif. Rejoignez-nous sur Discord. Donc, on a un Discord, les gens se rassemblent là, on publie ça directement sur Twitch. Les gens dans le chat peuvent donner leurs commentaires aussi, peuvent interagir et on teste sur des plateformes virtuelles. L'auteur explique son jeu. Ça fonctionne très bien, c'est une belle expérience. On arrive à vraiment... Je sais pas c'est quoi le futur des jeux de société. On n'a même pas prévu d'épisode sur ça parce que je pense que les gens ils sont comme un peu là, ok, les jeux virtuels, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais peut-être saison 9, ça serait cool de... Est-ce qu'il y a un futur pour les plateformes virtuelles comme ça? Quel est le futur pour les plateformes virtuelles comme ça? Je pense qu'il y en a beaucoup de futurs. Je pense pas que ça va remplacer le jeu autour d'une table, mais pour les auteurs, les autrices, c'est quand même des outils là, assez incroyables. Je veux dire, je prototype maintenant 95% de mes jeux directement dans la plateforme, là, sans imprimer rien sur une imprimante, sans couper aucune pièce. Donc, ça permet d'accélérer vraiment la création de prototypes. Là. Ouais, puis ça, c'est intéressant parce que c'est quand même un outil qui existait depuis longtemps. Ouais, ça fait des tabletops à 2015 peut-être. Ça fait longtemps que c'est possible. Ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, qu'on sait que c'est possible. J'ai même, moi, testé des protos il y a 1 an sur cette plateforme-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la situation, ben, ça forçait les gens à peut-être passer la première étape de Tabletop Simulator, c'est lettre, c'est un peu bizarre, c'est clunky, je suis pas full à l'aise. Parce que c'est souvent ça qui fait que on y allait pas, là. Intéresse, puis finalement, on y va plus parce que c'est un peu vieillot, disons, un peu comme la façon de fonctionner et tout. Mais bon, ça reste quand même un outil qui est pas si difficile que ça quand tu le connais et qui est vraiment, vraiment pratique. Et en effet, ben, pour le playtest, hein, tu sais, avoir des soirées où on se rencontre physiquement pour tester des jeux, ben c'est le fun, mais ça a des limitations au niveau des horaires, du déplacement, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage. Puis, je trouve ça intéressant que beaucoup d'auteurs se sont mis à le faire. Comme ça
ça pousse d'autres à le faire, puis ça rend ce médium-là plus légitime, si on veut, ou plus présent dans la communauté ou dans l'industrie. Ce qui avait quand même encore de la misère à s'implanter, là, on dirait que maintenant, ça va être tout le monde va utiliser ça. Oui, ben comme tu dis, les auteurs l'ont vraiment embrassé, hein? Ils l'ont pris, puis ils l'ont poussé, puis là tu te rends compte, il y a des gens qui sont rendus très bons avec ça. Il y a des gens qui commencent à l'apprendre, mais qui veulent devenir meilleurs. Donc il y a vraiment toute une sous-communauté qui se crée autour de ces outils-là. D'ailleurs, je ne veux pas faire trop de promo sur ça, mais sur le YouTube de Balado Ludique, maintenant, on a une playlist avec des tutoriaux sur comment amener ces jeux dans Tabletop Simulator, comment les créer, comment importer les pièces et tout ça. Donc, c'est intéressant là, de voir tout ce que les gens peuvent faire avec ces nouveaux médiums-là. Là. Ouais, super. Puis ben, là, tu le mentionnes. On n'a pas juste une chaîne Twitch, on a aussi une chaîne YouTube. Donc oui, on expérimente toutes les plateformes hein, en ce moment. Twitch a été très très fort cet été. Je ne sais pas si on va continuer à être aussi intense sur le Twitch live, mais c'est clairement dans nos choses qu'on veut continuer. Puis bon, peut-être faire aussi des vidéos YouTube, mettre un petit peu plus de l'avant. Donc il y a plein de façons de nous suivre. Plein. On a même un Instagram. Ah, tabarnouche. Hey. Ça va être occupé? Moi, je m'en suis pas occupé. Hein. Non, je pense que l'Instagram, il est un peu dead. Non, ben, je faisais toujours une annonce avant un live. Je faisais une story Instagram. Là, je criais. J'étais comme, hey, venez nous voir, twitch.tv. Sauf que c'était pas mal ça. C'était pas mal limité à ça. Ça reste que c'est ça. On en profite pour expérimenter. Le domaine du vidéo nous intéresse beaucoup, mais c'est un domaine qui demande beaucoup de temps. Beaucoup de travail aussi pour livrer quelque chose d'intéressant. Donc, à petits pas, on l'avance. Et ben, vous allez pouvoir retrouver sur ça d'autres de nos projets. On va pas s'éterniser aujourd'hui sur toutes les choses qu'on a fait pendant le confinement parce qu'on veut se garder du contenu pour les autres épisodes, bien entendu. Zone proto virtuelle, c'est déjà un début. Juste pour aller compléter dans le monde du proto. C'est cette année, on est en plein moment du proto de l'année 2020, organisé par Ludo-Québec, le concours de prototypes d'envergure au Québec. Et ça, vous le savez peut-être pas, mais c'est JF et moi qui avons parti ce concours-là. On veut pas s'attribuer tout le mérite, bien entendu. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, puis il faut que des gens s'inscrivent, c'est les auteurs qui font que ça a de la renommée. Mais c'était une idée qu'on avait depuis longtemps de partir un concours de proto. Là, c'est la 2e année et plus de 30 inscriptions, des jeux de très bonne qualité. Et impressionnant, en fait. Oui, c'est ça. Là, toi, tu as commencé à les regarder un peu, j'imagine. Là. Ouais, oui, j'ai regardé tous les jeux, en fait, tous les jeux qui ont été soumis, les vidéos des participants et ainsi que les règles. Et je dois dire que, wow. Tu vois que la communauté, je l'ai senti pendant le confinement en connectant un peu avec des gens, mais vous savez comment moi je capote sur le ludique québécois, là. Mais là, je peux vous l'annoncer. Je l'ai déjà annoncé quelques fois, mais là, ça va être officiel sur les ondes de Balado Ludique. La communauté des auteurs, des autrices, des créateurs, des créatrices de jeux de société québécois existe et elle est en pleine effervescence. Il y avait plein de petits groupes partout, il y avait plein de gens qui en faisaient, c'était dans l'ombre, ça se passait, on le savait un peu, on le savait pas, on connaissait des groupes, on connaissait des gens, il y avait plein de gens qu'on connaissait pas, et là en quelques mois, toute cette communauté-là, tout le monde s'est rencontré, on dirait. Et là c'est fou parce qu'en plein confinement, quand on pouvait pas voir personne, tout le monde s'est rencontré. Paradoxal, mais c'était la beauté de la chose. Et je peux vous dire, cette communauté est solide. On a une génération complète d'auteurs et d'autrices qui s'en viennent, qui vont être actifs pendant les 20 prochaines années et vont enfanter leur propre descendance. Et en voyant ce qui a été soumis cette année au proto de l'année, juste à parler de ça, pour de vrai, c'est dommage qu'on n'est pas en vidéo. J'ai des gros frissons sur les bras. En fait, vous savez, quand on est vraiment excité. D'ailleurs, on aura un épisode complet sur les finalistes du proto de l'année un peu plus tard cette saison-ci, comme on avait fait l'année dernière. On va faire un épisode où on va les regarder vraiment en détail, les finalistes, mais ça va être un peu plus tard durant la saison. Ouais, puis non, mais bien hâte, puis je suis content que ce genre de concours aussi aide les auteurs à se motiver, à avancer, à finir leur jeu. Donc, ça met un deadline pour
pour les gens de soumettre. Je pense que ça motive aussi beaucoup la communauté. Puis je suis d'autant plus content de voir que c'est pas juste au Québec, pas juste à Montréal, là, mais dans toute la région du Québec, on est capable d'aller chercher ces gens-là parce que, en effet, il y avait du monde partout qui en faisait, mais des petits groupes. Puis dès que tu sors de Montréal, c'est un petit peu plus dispersé. Hein? Donc à Montréal, c'est plus facile de rassembler des groupes, mais à l'extérieur, tu voulais tester un jeu avec des gens, ça pouvait être assez difficile. Donc vraiment content de voir là, qu'on est capable de rassembler un peu toute la communauté vers ce monde virtuel, un peu bizarrement, mais quand même heureusement pour la situation. Ouais, puis t'as bien mentionné un peu le côté, là, tu sais, le but de faire un concours de proto comme ça, c'est pas nécessairement de décerner les prix. Oui, c'est quand même ça au bout de la ligne, là. On va donner le prix grand public, le prix expert, mais l'idée, c'est d'énergiser la communauté, de donner une motivation, de donner un but, un objectif, une date, encore là, pour pousser les gens à avancer, à mettre leur projet à terme, à l'amener à un certain niveau. Je voyais sur le groupe Création de Jeux de Société Québec, qui est un groupe totalement mort il y a 1 an, maintenant qui est actif chaque jour, il y a plein de gens dessus. Les créateurs et créatrices de jeux s'échangent des idées. Pendant les 2 semaines avant la fin des inscriptions du proto de l'année, les gens ne parlaient que de ça. Hey, lis mes règles, hey, peux-tu vérifier ma vidéo? Ok, hey, voici qu'est-ce que j'ai fait comme changement. Pensez-vous que ces icônes-là sont claires? Et tu sens qu'il y a une effervescence dans cette communauté. Il y a beaucoup de collaboration. J'ai pas senti vraiment d'animosité. J'espère que cette compétition-là va pas trop en créer. C'est bien entendu une compétition très amicale dans le but, mais c'est dans le but de donner, d'énergiser la communauté. Oui, écoute, c'est absolument vrai. Puis je pense que c'est quelque chose qui nous a aussi aidé quand on a participé au concours de prototype du Plateau d'Or il y a quelques années de cela. Effectivement. Donc c'était aussi une façon pour nous de rendre un peu l'appareil, d'offrir cette opportunité-là aux autres auteurs et aux autres gens qui ont le désir là, de créer des jeux parce que c'est souvent difficile de se lancer. Le premier est plus difficile. Donc ça prend du temps là, souvent avant d'accumuler assez de bagages là, pour être confiant puis faire des jeux peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc, je pense que ça, c'est une belle opportunité d'apprendre, dans tous les cas, puis de voir ce qui se passe aussi chez les autres auteurs, puis quel genre de jeu, où on en est là, au Québec avec la création de jeux. Une saine rivalité comme les Beatles ou comme Sangoku et Vegeta. Donc, ça, c'est toujours cool. D'ailleurs, là, on a parlé, comme on s'est lancé, on a parlé de proto pendant 15 minutes. C'est un sujet qu'on va quand même continuer de parler dans les prochains temps, les protos. On s'est rendu compte, en connectant un peu plus avec vous, auditeurs et auditrices, qu'il y avait beaucoup de gens justement qui voulaient faire des jeux, qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'industrie, au processus de création, aux tests de jeux. Ça ne deviendrait pas notre sujet numéro 1, mais c'est un sujet qu'on laissait un peu de côté parce qu'on jugeait que c'était peut-être un peu trop de niche. Mais là, on se rend compte, de toute façon, on est un podcast de niche. On est pour les experts comme vous. Donc, c'est un sujet qu'on va continuer d'aborder. J'espère que ça vous convient. Si ça vous convient pas, écrivez-nous. Écrivez-nous, dites-moi, moi les protos, j'en ai plein le cul! Arrêtez d'en parler. Sinon, si vous aimez ça, écrivez-nous. Puis on va continuer d'en parler, mais c'est ça, on a décidé d'aller quand même dans cette voie-là parce que ça nous passionne beaucoup et qu'on sait que plusieurs d'entre vous aiment beaucoup ce sujet-là. Oui, et que c'est un sujet que nous aussi on aime beaucoup. D'ailleurs, tu as fait quelques protos cet été, si je ne me trompe pas. Oui. Cet été, en fait, j'ai dû travailler sur plus de jeux que j'avais jamais travaillé avant le confinement. Il y a un groupe de Français qui s'appelle Print and Do It. C'est un groupe de Français, là, fait que le nom c'est genre Do It Your Game PNP français ou quelque chose de même, tu sais. Do It Your Game, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ils sont vraiment cool. C'est une grosse communauté de print and play francophones et ils ont organisé pendant le confinement un game jam par mois. J'ai participé à tous ces game jams là. D'ailleurs, j'ai eu une une troisième et une deuxième position dans ces game jams respectivement. Hey. Alors j'étais bien content. Et j'ai travaillé sur plusieurs autres protos aussi. On aura la chance d'en reparler, mais oui, je suis dans un moment de création de prototypes.
je me suis laissé emporter par l'effervescence de la communauté et je veux participer activement là, dans ce groupe-là. J'ai le goût de faire des jeux, j'ai toujours voulu faire des jeux. Là, j'ai dit, ok, là, j'en fais. J'essaye d'en faire. Est-ce que je veux les faire éditer? Je le sais pas. C'est pas le but. Je sais que ça devrait être le but de tout auteur, autrice, mais je sais pas pourquoi. Moi, je me suis toujours dit, je fais pas nécessairement des jeux pour qu'ils soient édités. S'ils sont édités, tant mieux. S'ils le sont pas, ben c'est pas si grave. Ben, c'est sûr que c'est un bon exercice, là, c'est truc de concours de proto, puis surtout, tu sais, toi, ça t'a motivé à en faire, tu sais. Justement, ça mettait un peu des deadlines, des objectifs, puis c'est très motivant, d'ailleurs, avoir ça, puis de se donner cet objectif-là, puis t'as un délai aussi, fait que je pense que ça a aidé beaucoup. Et après ça, ben, faire des game jams, en réalité, c'est plus des exercices que le but de créer un jeu dans le but d'être édité. On s'entend, souvent, un game jam, c'est Un temps limité. Puis... ouais, le temps limité et tout. Après, peut-être que tu as eu un bon concept dans le game jam que tu vas pousser puis que tu vas amener plus loin après, mais généralement, le jeu qui sort d'un game jam n'est pas nécessairement un jeu qui est prêt à être édité, mais ça t'aura donné de l'expérience sur certains aspects, puis tu auras évolué là, ta connaissance de game design. Ah, exactement, c'est ça. C'est vraiment un exercice qui m'amuse. Souvent, tu sais, quand tu commences à avoir une famille, tu as moins de temps, mais là, tu te dis, OK, une fin de semaine pour faire un jeu, je la réserve dans mon agenda, je me donne à fond. J'ai fait quelques nuits blanches d'ailleurs, là. Mais c'était très cool. Les Game Jam, j'adore ça. J'espère qu'il va y en avoir plus. J'espère que. Et moi, j'ai des projets secrets pour des Game Jam, mais là, on peut pas se lancer tout là-dedans en premier épisode. On déballe tous nos secrets, là. Je veux dire, Non. on va s'en garder un peu pour plus tard. J'espère. Sinon, ça va être plate. Super. Fait qu'aujourd'hui, on est supposé de parler des jeux d'introduction. Mais là, ça, c'était pas l'épisode 1 de Balado Ludique? Mais les jeux d'introduction, tu sais le problème avec ça? Tu sais le problème avec ça. C'est pas des bons jeux? Non, c'est vaste. Ah. Il y a des jeux d'introduction pour tout type de personnes, pour tout genre. Il y a des jeux d'introduction pour chaque signe astrologique, pour chaque les gens avec les couleurs des yeux différents. Il y a des styles de jeux pour tout le monde. Mais comment aborder un jeu d'introduction sans prémisse, sans angle d'attaque? Parce que on sait qu'il y a plein de types de gens dans la vie, plein de gens qui ont des intérêts différents, qui aiment ou qui n'aiment pas le jeu de société. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en posant les bonnes questions aux gens, on finit toujours par trouver des petits indices sur quel genre de jeu de société pourrait leur intéresser. Comme si quelqu'un dit « j'aime les chars de couleur vert » ou « j'aime jouer à la tag, porter des costumes », il y a un jeu pour ces gens-là. Il faut juste le trouver et trouver le bon indice. Donc, aujourd'hui, on s'est donné comme objectif de donner, oui, des jeux d'introduction, mais essayer de nommer pour quel genre de personnes ces jeux d'introduction iraient le mieux. Parce que forcément, mon type de personnalité, type d'intérêt, d'envie, ça peut amener à vraiment différents jeux et il y a une vaste panoplie de jeux. C'est vraiment difficile de savoir par quel commencer. Mais disons, pour donner un exemple un peu à l'inverse, il y a des jeux clairement qu'on peut identifier à ne pas faire jouer à certaines personnes, ou du moins ce n'est pas de bons jeux pour les introduire aux jeux de société. Comme je pense, par exemple, aux gens timides, ben, les jeux de bluff, d'identité cachée, ça va être plus difficile. Les gens qui parlent trop, ben, les jeux de gestion de ressources où tu joues tout solo dans ton coin, ça va être un peu difficile pour eux. Les intellectuels, les jeux de fin de soirée, de boisson, ce sera peut-être pas trop leur genre. Et ben, les gens avec des TDAH, tous les jeux avec plus de 2 pages de règles. Donc, on peut établir facilement quand même des choses, des types de jeux qu'on ne veut pas faire jouer à des types de personnalités, mais quels sont les jeux qu'on veut faire jouer et pour quelles raisons? C'est un peu ça qu'on va explorer aujourd'hui. Fait que là, t'es en train de nous dire que toutes les listes là, de Gateway Game, Best Introduction Game, c'est un peu de la merde parce que dans le fond, t'auras beau l'appliquer, si ton type, le joueur auquel tu le présentes ne fit pas avec le type de jeu, ça marchera pas, c'est ça? Ben, c'est ça, parce que ça peut être un peu touché d'introduire des gens aux jeux de société. Et si tu choisis les mauvais jeux, et ça peut
pousser ces gens-là à ne pas vouloir rejouer. Ben, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Est-ce que c'est le moment Vas-y. ou... Vas-y. Ouais, ok. J'avais un ami, ben c'est encore mon ami, là, mais il y a un de mes amis qui aimait pas tant les jeux de société. Ce gars-là, il aimait pas ça, puis il s'habillait tout le temps en brun. C'était un gars, un peu spécial. Là. Puis là, tu sais, moi, je commençais à découvrir les jeux de société, puis là, je voulais, l'introduire aux jeux de société, puis là, je faisais jouer à l'Ambra, un petit jeu de placement de tuiles à la Carcassonne. Ah, ça l'intéressait pas trop de faire des jardins. Après ça, je l'ai fait jouer à Illuminati. Illuminati, tu sais, jeu justement de bluff, de négociation, d'enculage et tout ça. Ça l'intéressait pas, lui. Il aimait pas tant ça, là, tu sais. Non, je pense qu'il a même dit qu'à ce moment-là, il voulait plus jouer à des jeux de société. C'est ça, exactement. Fait que là, t'étais comme, ok, ben là, on l'a perdu. On n'arrivera pas à le récupérer, là. Puis là, ça, c'était le moment dans ma vie où je me disais, ok, tous les gens qui aiment plus les jeux ne seront plus mes amis parce que je faisais juste jouer à des jeux, tu sais. Fait que là, il fallait absolument que je trouve quelque chose. Puis j'ai fait jouer au jeu Electro Manager. Le jeu le plus gris et brun du monde. Un jeu plate dans lequel tu fais des palettes et des boîtes. T'optimises une usine allemande. Il n'y a rien de plus drabe que ça. Et en fait, on a joué 3 games de suite et il était hook for life. Bien entendu, les grands fans l'auront deviné, il s'agissait de JF. Il y avait plein d'autres exemples que t'aurais pu donner, là. Non, il n'y en a pas qui étaient aussi flagrants parce que, effectivement, je t'ai présenté plein de jeux, mais, tu sais, justement, ça fitait pas avec qu'est-ce que toi t'aimais comme joueur. Puis je suis sûr que les jeux que je t'avais présentés à ce moment-là, t'es aimerais pas plus maintenant. Parce que tout le monde a son type de jeu qu'il aime. Puis oui, quand tu connais plein de jeux, puis que t'es vraiment plus, t'es prêt à essayer un peu plus d'affaires, puis tes goûts se raffinent, mais ça te prend quand même le bon angle pour t'introduire dans le jeu. Oui, exactement. Puis, comme je dis souvent, peu importe les goûts, les styles et les envies, les passions des gens, il y a un jeu qui est fait pour chacun de nous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour le découvrir. Donc, essayez des choses, mais si vous êtes la personne qui réussit à convertir les gens, c'est parce que vous aurez bien compris sa personnalité, ses envies. Et c'est ce que tu as fait avec moi, et c'est pour ça qu'on est dans cette aventure de plusieurs années maintenant. Hey, j'ai des frissons, là. Une chance qu'on n'est pas devant la caméra. J'ai des frissons sur les bras. Ben oui, belle intro, puis effectivement, si tu sais, Gloomhaven peut être le jeu d'introduction parfait pour certaines personnes, mais tu sais, je l'amènerais pas chez mes parents, mettons, parce que ça marcherait pas bien, là. C'est clair. Mais d'ailleurs, Gloomhaven peut être, bon, c'est pas nécessairement un jeu léger comme première expérience, mais les gens, les mordus de D&D, généralement, ils vont aimer ça. Ça, c'est quelque chose, là, j'ai pu observer que les mordus de D&D, ils accrochaient facilement et rapidement à Gloomhaven, même si, en termes de jeu de société, ils n'étaient pas si expérimentés que ça. C'est quand même un bon exemple. Ben, on s'entend que, tu sais, souvent les gens dans les jeux de société, une des choses qui vont les rebuter, c'est les règles. Parce que c'est comme, là, il faut que je m'assoie puis que j'écoute 20 minutes de règles, puis là, c'est compliqué. Puis même des jeux, l'autre fois, on était dans un chalet, puis je voulais jouer à Welcome. On s'entend que c'est pas le jeu le plus simple, mais c'est quand même un jeu assez simple. On a perdu 3 personnes pendant l'explication des règles. Ouf. Dans un chalet, tu sais. Fait que là, t'es comme, oh shit, ok. Fait qu'il y a vraiment des gens qui c'est comme, ok, dès que tu parles pendant plus que 10 minutes de règles, eux, ça les intéresse plus. Mais tu parlais des gens qui jouent à D&D ou à n'importe quel jeu de rôle un peu plus classique. On parle de 300, 400 pages de règles dans ces jeux-là. Là. Donc, c'est pas des gens que. C'est pas ça qui fait peur à ces gens-là, les règles. Non, exact. Puis ça reste un univers relativement assez proche aussi. Oui, là. c'est ça. Il y a beaucoup de. Ça aide beaucoup à l'immersion. Puis c'est des gens qui souvent vont aimer beaucoup les jeux avec beaucoup d'immersion. Donc ça, c'est ce que Gloomhaven procure. Et oui, avec la similitude, donc il y a plein de choses que... En fait, il y a des mécaniques que c'est carrément qui viennent de D&D, là. Il n'y a pas de dés dans le jeu, mais tu as quand même ton Epic Fail à 0 puis ton Perfect à 20, là. Donc il y a quand même plein de petits concepts là, qui sont repris. Ah, très cool, très cool. Fait que là, dans le fond, on a décidé aussi pour la saison 8 qu'on allait s'en tenir à des épisodes d'une durée légèrement plus respectable. Là, je sais que les gens à la maison, vous bidonnez, puis vous êtes comme, on vous croit pas.
GF plus. même. GF même, il croit Tu dis ça pas. à toutes les saisons. Ouais, mais là c'était comme plus vrai, non? Il me semblait qu'on était vraiment. On s'était dit, là, on a fait le meeting, GF, il y a une semaine, on a dit là, on dépasse pas 1h15, puis là, t'étais comme, c'est vrai, c'est correct. Puis là, tu dis qu'on le fera pas. En tout cas, moi on va essayer de garder des épisodes un peu plus respectables en durée. Tout simplement parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail faire ça, fait qu'on peut pas nécessairement parler pendant 2 heures de jeu à chaque fois. Donc, on va se lancer sans plus tarder dans les mentions honorables. Alors là, comment on va faire ça, JF, les mentions honorables par catégorie, c'est ça ou? Ouais, je te nomme, on nomme des catégories, puis on trouve des jeux pour ça. Ok, super, parfait. Je suis là, je te laisse te lancer. Ok, alors, des jeux pour les mauvais perdants. Oh! Jeux pour les mauvais perdants. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Rapidement, j'ai quand même tendance à aller vers des jeux coopératifs. Mm-hmm. Ouais. Ou des jeux... Parce que là, est-ce que les mauvais perdants... Et là, il faut qu'on définisse un peu nos stéréotypes, justement. Les mauvais perdants, il y a plusieurs types de mauvais perdants, même. Est-ce qu'on... Parce que, tu sais, il y a des mauvais perdants qui veulent vraiment gagner ou des gens qui n'acceptent pas la défaite. Ouais. Parce qu'un très mauvais perdant, moi, je lui dirais, hey, on va jouer à Telestration, tout le monde va s'amuser, puis ça va être correct. Ouais. Par contre, si c'est un mauvais perdant qui veut vraiment gagner, ben là, j'irais avec un jeu coopératif du type... tu sais, un jeu coopératif difficile, tu sais, du type Ghost Story, quelque chose de même, pour qu'on puisse discuter ensemble et essayer de gagner tous ensemble. Ouais, écoute, je suis bien d'accord. Moi, mon premier réflexe a été de dire, on va jouer à un jeu qu'on ne peut pas perdre. Hein? Ça règle le problème. Si on peut pas perdre, donc souvent des jeux coopératifs ou des jeux comme Télestration, comme tu dis, où il n'y a pas vraiment de points ou de gagnant à la fin. Mais sinon, oui, dans les trucs plus stratégiques, jeux coopératifs, à quoi on pourrait penser? Pandémie, Ghost Stories, évidemment. Donc, des jeux qui vont faire en sorte qu'au moins, s'il est mauvais perdant, il va être avec tout le monde. Il ne sera pas un peu en confrontation, parce que souvent, c'est le fait de la confrontation qui amène ces émotions-là, qui rend certains joueurs amers, disons. En plus, étrangement, pour le mauvais perdant, j'irais avec les jeux, on va dire, les jeux coop solo. Même si c'est pas le bon terme, j'essaie de trouver un nouveau terme pour ces jeux-là. Parce qu'avant, on les dénigrait un peu, les jeux dans lesquels il y a la possibilité d'avoir un alpha player. Donc, comme Pandémie, comme Ghost Story, comme L'Île Interdite, comme plein de jeux coopératifs où, à ton tour, je peux dire non, fais ça, puis toi fais ça, puis toi fais ça, puis on va le faire ensemble. Mais pour le mauvais perdant, je prioriserais ces jeux-là. Parce que, mettons qu'on dit on va jouer à Anabi. Puis que là, moi, je fais une erreur, puis que là, on perd à cause de moi, ben là, le mauvais perdant, il va me tomber dessus, tu sais. Alors que si on joue à Pandémie, ben on prend un peu toutes les décisions ensemble, donc le mauvais perdant n'aura que lui à blâmer pour sa défaite. Oui, bon point. Mais le meilleur jeu pour les mauvais perdants, vous savez c'est quoi? C'est de les bloquer sur Facebook et de ne plus jouer avec eux. Ok. C'est noté. Super. Donc, ensuite, j'irais avec les intellectuels. Les intellectuels, là, on pourrait dire les professeurs de littérature. On en a quelques-uns dans notre entourage, en plus. C'est ça qui est drôle. Tu sais, des gens là, que jouer, c'est comme... Ah, tu sais, c'est un peu... tu sais, ils vont aimer le Scrabble, mettons. Ouais. Mon premier réflexe, ça a été de littérature, ça a été de penser à un jeu avec beaucoup de lecture et donc j'ai pensé à Sherlock Holmes Détective Conseil. Oh, un jeu intelligent avec beaucoup de lecture. Effectivement, très, très bon point ça. Puis ça, c'est un jeu qui est quand même massif, mais qui se prend très bien en main, là. Oui, puis c'est sûr que ça implique de la lecture, potentiellement de la lecture en groupe, mais c'est aussi dans un français un peu travaillé et tout, donc je pense que l'histoire globale est très intéressante là, pour les différents scénarios. Il peut aller chercher ces gens-là. Donc ça c'était en tout cas, le jeu auquel je pensais le plus. Après, tu parlais du Scrabble, c'est vrai qu'on peut y aller aussi avec des jeux de mots.
Bananagram, entre autres, que je pense qui est un... Bananagram fonctionnerait très bien avec les intellectuels si ça venait pas dans une pochette en banane, tu sais. Ça aide pas. Hein. C'est ça qui tue le truc, malheureusement. Pour les intellectuels, là, j'aime bien Bananagram, mais tu t'amènes ça dans un party fancy là, sur le plateau Mont-Royal. Les gens, ils vont grincer des dents. Par contre, j'ai le jeu parfait pour ces gens-là et j'ai d'ailleurs testé ce jeu. J'ai joué avec des professeurs de littérature à ce jeu. C'est le jeu du dictionnaire. C'est un jeu old school, hein, le jeu du dictionnaire. On parle de, je sais pas, c'est quelle année ça, c'est 1985. Le jeu du dictionnaire, qui est un jeu dans lequel on doit inventer les définitions de mots, des vrais mots, mais on doit inventer la définition et aussi après être capable de trouver la bonne définition parmi celles qui ont toutes été inventées par les joueurs. C'est un jeu qui demande une bonne connaissance des mots, mais aussi une manière de bluffer. C'est un jeu de bluff dans lequel tu vas vouloir que les gens votent pour ta définition qui est la fausse. Donc j'ai trouvé que les gens qui avaient comme une certaine facilité avec les mots, qui connaissaient bien l'étymologie, la sémiologie, ce genre de choses-là, étaient capables de créer des définitions puis de te faire croire que ce mot, que tu n'as aucune idée qu'est-ce qu'il veut dire ça juste parce qu'ils ont été chercher les bonnes sonorités et les bonnes manières de faire résonner le mot, là. Oui, exactement. Mais là, toi, tu joues pas sur une version achetée, là, dans le fond, c'est une version Non, moi j'ai ma propre version. Je l'ai acheté, ouais. je l'ai acheté, oui. D'ailleurs, j'avais ce jeu. Mes parents avaient ce jeu-là quand j'étais jeune. Et je l'ai vu une fois dans un village des valeurs, je l'ai racheté. Ça vient avec un petit dictionnaire qui est spécialement conçu pour le jeu. Un micro Robert de poche. Bien entendu, vous pouvez jouer juste à la maison avec un dictionnaire normal, mais tu sais, t'as une piste sur laquelle tu progresses, puis il y a une façon de gagner, puis il y a des points, puis c'est quand même un vrai jeu. T'as des feuilles préécrites pour ça. Donc c'est un dictionnaire des années 80, là, on va se le dire. Oui, mais là, à part hashtag divulgacheur, puis gazouillis, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux mots là, depuis les années 80. Là. Ok, je suis pas sûr, mais bon, d'accord. Ça, les mots compliqués, c'est les mots compliqués. Hein, je veux dire, ils n'ont pas tant changé. Mais j'adore ce jeu-là. Même moi qui n'ai pas un grand intellectuel, je l'aime encore à ce jour. Là. Ça reste un de mes bons jeux dans ma collection. Là. Ah, ben l'aspect de bluff, c'est ça qui est pour moi le plus intéressant aussi. Là. Oui, c'est ça l'aspect. C'est que tu veux comme. Tu t'entends un mot bizarre, puis là, t'es comme, ok, ça me fait penser à telle chose. Fait que si j'utilise tel mot dans ma définition, ça va faire que des gens vont voter pour moi. Vraiment très, très cool là, comme manière de jouer. Il y a plein de jeux qui prennent cette mécanique-là. C'est pas une mécanique révolutionnaire, mais dans ce jeu-là, elle fit très bien. Là. Ouais, très bon. Très bon. Donc, continuons. Oui. Les fans de manga. Bonne question. Oh, les fans de manga. C'est pas facile. J'irais avec... Mon premier choix serait probablement Sushigo. Ok. Même si on n'est pas vraiment... On est juste dans la thématique japonaise. Mais, parce que moi, Sushigo, c'est quand même un jeu d'introduction assez casual. Mais c'est un jeu, les gens vont s'asseoir autour d'une table, vont pouvoir prendre un petit thé, se sentir comme un manga. C'est un petit jeu, c'est le fun. Ça passe bien avec plusieurs groupes, mais j'ai l'impression qu'avec on se retrouve à l'Otaku Lounge là, à Montréal. Tu sors Sushigo, tu vas voir 3-4 personnes qui vont se joindre à ta table, puis vous allez passer un bon moment. Ouais, c'est une bonne idée. Je pense juste à des jeux plus compliqués, mais pas de jeux d'introduction. Là, donc, ben, j'en ai un autre qui serait pas pire. Ouais. Là. C'est le fameux jeu qu'on a parlé quelques fois sur les ondes. C'est Natsumemo. Le roll and ride dans lequel on joue un jeune japonais durant l'été à essayer d'organiser son horaire le mieux possible entre ses travaux scolaires et ses activités avec ses amis. C'est très manga-esque, mais c'est surtout très inspiré du mode de vie japonais, donc d'avoir de l'école durant l'été, de vouloir balancer ses résultats académiques avec sa vie sociale, et les petites amourettes aussi, plus pré-adolescent. Là, donc c'est super thématique. Pour un jeu roll and ride, il y a énormément d'interactions entre les joueurs. Là. C'est ça, je pense que ça marcherait très bien avec des fans de manga. Là. Ouais, je suis d'accord. Puis
Tu sais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des jeux qui ont un esthétique manga. En tout cas, j'en ai pas beaucoup en tête, j'en connais pas beaucoup non plus, donc c'est intéressant pour celui-là, là, Hmm. Natsume Memo, parce qu'il est aussi vraiment, tu sais, grand public, puis t'es pas nécessairement obligé d'être un fan de manga pour aimer ce jeu, mais les fans vont avoir un petit kick de plus. Ouais, parce que vu que ça fait beaucoup écho au mode de vie japonais, ben ça va être plus facile pour les fans de manga d'embarquer dans l'histoire, là. Ouais. Tu disais, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont mettons, des designs manga. T'sais. J'en ai deux en tête, sauf que l'affaire, c'est que ça n'a aucun rapport, le fait que ce soit des mangas dessus. Et pour moi, c'est presque un problème. On pense, bien entendu, à Tragedy Looper et Code 9, si je me trompe pas. C'est tout ça, le jeu Ouais, Code ben, 9 Code of Nine, je pense. C'est du même auteur, là. Ouais, du même auteur que Code of Nine, effectivement. Donc, c'est des jeux très cool, hein, très, très puissants, très profonds, très complexes. Par contre, c'est vraiment pas des jeux qui s'adressent nécessairement aux fans de manga. C'est des jeux qui s'adressent à des vrais gamers parce que c'est pas des jeux qui s'apprennent si facilement. Surtout pas Tragedy Looper, là, qui est un jeu très compliqué. Donc, pour moi, c'est un peu misleading le fait qu'il y ait des Ouais. mangas dessus. Parce que t'es comme, ah, j'aime ça les mangas, je vais acheter ce jeu-là. Tu pourras jamais jouer à euh, Tragedy Looper, peut-être, si c'est ton premier jeu que t'achètes. Non, non, c'est pas un bon jeu d'introduction, je suis d'accord. Code of Nine est quand même un petit peu plus Oui, facile, oui, là, oui, mais effectivement. Code of Nine se prend plus facilement en main, là. bon, ça reste quand même des jeux plus experts. Effectivement. J'irai ensuite avec un public pour moi qui est quand même un public assez important à introduire aux jeux de société. C'est les gros fans de jeux vidéo. Et là, tu sais, il y a plein de fans de jeux vidéo. Là, je vais prendre les fans de AAA, là, les gens qui jouent à Assassin's Creed, qui jouent à tous les gros jeux, là, les gros jeux des gros studios, là, les AAA, les gros gamers, PS4, Xbox, toutes les nouveautés, ces gens-là. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu as pour eux? Qu'est-ce que tu leur proposerais? Je leur proposerais, c'était à un doigt d'être dans mon top. Ah ouais, parce que ça, c'est une catégorie, dans le fond, que je vais reparler plus tard, en fait, c'est ça. Mais c'était à deux doigts d'être dans mon top. C'était Pandémie Legacy saison 1. Ok, ok. Parce que c'est un jeu très immersif. Ouais. Qui est pas si compliqué quand tu joues ta première partie, parce que la première partie, c'est essentiellement une partie de pandémie normale. Mais c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de secrets à découvrir, qui est très original et que la qualité de production, un peu à la manière des AAA, là, est très belle. On n'est pas dans les méga gros Kickstarter avec 200 figurines puis tout ça, mais ça, c'est pas nécessairement les jeux que je veux pousser. Alors pour moi, Pandémie Legacy permet de pousser dans les meilleurs jeux qui existent à un public qui vont vraiment y trouver leur compte parce que c'est dense, ils vont se creuser la tête, ils vont découvrir le jeu, ils vont apprendre beaucoup de choses. C'est des gens souvent qui n'ont pas beaucoup de problèmes à apprendre des règles de jeu, donc le fait que ce soit évolutif, c'est parfait. On va pouvoir les amener à un jeu qui est très très compliqué avec peu d'expérience en jeu de société au début. Donc je trouvais que c'était un bon match. Oui, absolument. Bon concept. Moi, c'est sûr que j'irai avec tout ce qui est, bon, ouais, évidemment, à peu près tous les jeux de licence jeux vidéo à la base va intéresser ce groupe de gens. Hmm. Euh, Après, bon, il y a des meilleurs jeux d'introduction que d'autres parmi ça. Là, je sais plus si c'est vraiment le cas, mais je pense que ça, c'en est un qui a vraiment contribué beaucoup à la conversion de certains joueurs de jeux vidéo. Et c'est Zombicide. Donc, on parle d'un Hmm. jeu coopératif de zombies, il y a de la baston, il y a du mouvement, il y a Effectivement. un peu de stratégie. Tu sais, ça a été le jeu, à mon avis, assez emblématique, là, donc un jeu de 2012, mais qui a connu plein d'extensions, tout ça, tout le temps eu un gros buzz sur Kickstarter. Donc, pour moi, ça a été un des gros jeux assez importants. Est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? Pas si sûr. C'est pour ça qu'on va. Mais peut-être les jeux de figurines, hein, dans le sens que, bon, ouais, on prend un Star Wars Imperial Assault ou ce genre de gros jeux. Même, j'irais peut-être avec des jeux de confrontation comme Blood Rage.
Blood Rage ou le jeu Lord of Waterdeep. Lord of Waterdeep. J'ai eu toute une discussion avec Sophie de Mixed Deal sur Lord of Waterdeep. Vous irez écouter ça dans son podcast. Les meilleurs jeux euro. Bon, ouais, je sais que t'es pas un fan, mais écoute. Mais tu mentionnais d'ailleurs, tu sais, Lord of Waterdeep, à un certain point, tu mentionnais les jeux de franchise. Ouais. C'est quand même quelque chose que je fais quand même beaucoup attention là, aux jeux de franchise. La plupart du temps, c'est pas très bon. Quoique là, en ce moment, tu sais, Marvel, tout ça, là, on tombe un peu plus dans les fans de super-héros, mais il y a beaucoup de jeux de Marvel qui sortent, qui sont quand même de bonne qualité, qui sont intéressants. Souvent, ça reprend des concepts qui existent déjà, mais ça peut être une bonne manière aussi d'introduire à ce type de public, là. Oui, absolument. Absolument. Tu en as-tu un autre, Jeff? Ouais. Qu'est-ce que. Donc, les jeux que tu pourrais jouer avec ta petite sœur. Ça se dit pas, ça, en ondes. Ah, comment ça? Jeux de société, là. Ah, ok. Ben, en fait, c'est. Pas de sœur, toi. Hein? Non, c'est ça, j'ai pas de sœur, exact. Tu sais, les gens qui ont pas de sœur, hein, quand tu leur dis ta petite sœur, ça l'évoque plein d'affaires. Plusieurs jeux qui peuvent être quand même intéressants, par contre, à jouer peut-être avec justement des plus jeunes ou des. C'est sûr que là, il y a des jeux que je pourrais pas nommer parce qu'ils sont plus tard dans le top, dans mon top 5. Mais j'irai avec un jeu que j'ai découvert récemment qui s'appelle Kiddy. Kiddy? Ouais, Okay. c'est un jeu québécois de jeu Phase 4. Kiddy, c'est un petit jeu d'association de mots. Fait que, exemple, t'as. D'ailleurs, je voulais en parler là, dans un autre épisode en introduction parce que j'ai trouvé ça bien pour la famille. En gros, t'as des cartes dans ta main. Et tu veux jouer une carte de ta main par rapport à la dernière carte qui a été jouée en faisant une association. Fait que mettons que t'as sur la table, t'as la carte école et que moi j'ai dans ma main un chien. J'ai plusieurs cartes, dont une carte de chien. Je pourrais dire qui dit école dit chien parce que il y a des chiens savants. Et là, dans le fond, ben ça serait mon tour. Peut-être que les gens accepteraient pas ma réponse. Là. C'est peut-être pas la meilleure. Là. Limite. Des fois, il y a mieux, des fois, il y a moins bon. Not approved. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu repiges une carte. Fait que là, ton but, c'est de finir ta main comme ça. Donc, je trouvais que c'était un jeu qui c'est pas nécessairement un jeu pour tout le monde. Tu vas pas jouer à ça avec tes amis gamers. Là. Ça va tomber un peu à plat. Mais en famille, avec des plus jeunes, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Si j'avais une petite sœur, c'est probablement le genre de jeu auquel je voudrais jouer avec elle. Cool. Ben écoute, moi j'ai pensé à ça parce que je pense que, bon, c'est sûr que ça dépend toujours de l'âge de la sœur, mais Harry Potter. Hogwarts Battle, c'est ça? Hogwarts Battle, exactement. Même la version 2 joueurs, qui est plus de style Star Realm, mais qui marche vraiment très bien aussi. Bon, c'est des jeux qui sont malgré tout assez simples, même si on parle de mécanique, là, de deck building, tout ça. Mais c'est des jeux qui sont quand même assez simples. La thématique est là, elle est présente, elle marche vraiment bien. Je pense qu'en tout cas, pour tous les fans de cette série, là, la série Harry Potter, là, Hogwarts Battle là, et la suivante, là, le duel, c'est à essayer absolument, et à faire essayer à ses petites sœurs. En tout cas, dans tous les cas, ça peut pas être pire que Villainous. Ouais, Villainous, hein, c'est pas si... Je plains tous les pauvres gens qui ont acheté ça, sérieusement. Vous avez aimé ça, écrivez-nous. On va vous bloquer. What? J'ai pas joué, hein, c'est juste ton opinion. Oui, c'est juste mon opinion, effectivement. Ça vaut ce que ça vaut. Prenez pas ça pour du cash. Un des trucs que je serais prêt à jouer avec ma petite sœur, et c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, mais que je vais faire de la promotion sans aucune crainte, c'est le nouveau jeu qui s'en vient du Scorpion Masqué, Zombie Teens Evolution. Jeu Legacy pour les adolescents-ish. Je pense que ça s'adresse à juste un public un peu plus jeune au niveau des gamers, mais ça a l'air quand même
assez cool. En fait, je suis sûr que moi, j'aimerais ça jouer. Je pense que ça va être un très gros hit. Zombie Kids Evolution a fracassé vraiment plein de barrières. À faire un jeu coopératif Legacy pour des enfants, ils ont réussi. Zombie Teens Evolution, en plus le jeu est magnifique. Je suis sûr que tu montes ça à un enfant ou à un jeune adolescent, il va vouloir jouer tout de suite, il va être engagé dans l'aventure, il va vouloir ouvrir des enveloppes. J'ai pas joué, donc c'est sous toute réserve, mais j'aurais aucun stress à le faire acheter à des gens, même si j'ai pas joué en fait. Ouais, ben écoute, je suis d'accord. Moi aussi, je suis très excité malgré que je suis pas nécessairement le public cible. J'ai quand même vraiment envie de l'essayer, de voir à quoi ça ressemble. Et ouais, bon choix, bon choix. Finalement aussi, j'avais quand même 2 jeux qui ont pas fait ma liste, qui étaient dans la catégorie pour les gens, pour les artistes de cirque. Mais je vais quand même les mettre pour ma petite sœur, ok? Je vais les mettre dans les 2. C'est les jeux Junk Art et Meeple Circus. 2 jeux là, de dextérité, mais que je trouve qui sont bien gamifiés, qui font du sens. Pas juste un jeu où t'empiles des affaires puis ça tombe. Des jeux qui sont intelligents, qui sont drôles, que tout le monde peut s'amuser, tout le monde a son moment. Junk Art, Meeple Circus, 2 très très bons jeux de dextérité là, qui sont vraiment intéressants. En plus, Meeple Circus, t'as les petits Meeples tout mignons, là, l'acrobate, le jongleur, l'éléphant, le zèbre. C'est très cool. Ah oui, c'est très cute, ça marche bien. La dernière ronde, en plus, elle est très funny. Euh, ouais, c'est un bon choix. Écoute, Junkart, en plus, belle qualité de production hein, pour ce jeu de dextérité. Et avec plein de défis différents, c'est ça qui est aussi le fun dans Junkart. Il y a plusieurs types de défis, donc choses qu'on doit faire à chaque ronde qui est complètement différent avec les différentes pièces. Donc, très, très bien, comme tu dis, bien gamifié là, ces jeux de dextérité. Oui, oui, oui. Bon, on passe-tu au top? On Oh. est-tu rendu là? Top! Oh! Mais avant, Quoi? avant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas chômé pendant le confinement. Oh, oh, oh non! Un autre gros tournoi international a eu lieu. Est-ce que c'était légal ce tournoi? On était plus que... On était 34 personnes pour l'événement. C'était absolument illégal. On a fait ça numériquement dans le sud, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'était dans le sud, c'était dans un... On est allé là individuellement, on s'est retrouvé là à Santa de Grano, à Cuba. C'était cool. C'était un peu risqué, les gens. Tu sais, quand tu vois des gens sur la plage avec leur masque, c'est toujours un peu bizarre. Ouais. Mais en maillot de bain, tu sais, les gens en maillot de bain avec des masques à la plage, c'est anachronique pratiquement. Mais tu l'as dit, Jeff, on a organisé un gros tournoi international de quoi? De Can't Stop! Can't Stop! Le jeu de pousse ta chance le plus extraordinaire à ce jour. Alors c'était phénoménal pour les gens qui connaissent pas Can't Stop. Après qu'on vous ait expliqué, qu'on vous ait fait la chronologie du tournoi, vous allez connaître le jeu. Jeu de Sid Sackson, bien entendu, de 1980, mais c'est un classique qui ne dérougit pas en fait. Parce que Can't Stop, c'est pas mal rouge. Ouais, c'est pas mal rouge. C'est un gros stop rouge, là. C'est un hexagone, un octogone rouge. C'est rouge, pas à peu près. La boîte est rouge, tout est rouge. Et on a fait un tournoi de ça. On avait 32 participants et participantes. Et au cours de la saison 8, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous raconter, en fait, vous commenter certaines les parties qui ont eu lieu. On le fera pas toutes d'une shot. On va le faire au fur et à mesure des épisodes de la saison.
Oui, ben oui, et comme on avait fait il y a quelques saisons déjà de cela pour Ricochet Robot, et on est reparti alors 32 participants, donc ça nous donne 8 parties de pré-qualification si on veut. On va commencer avec les 4 premières aujourd'hui, je Parce que crois. là, ça, c'était quand même drastique. Hein? Qu'est-ce que tu entends par pré-qualification? Il y avait 32 personnes qui se sont pointées. On a fait 8 games. Ouais, Et là, c'était juste le meilleur qui l'emportait, c'est ça? best of all. Ah ouais, fait que là, t'avais 32 personnes et de ces 32, on en conservait que 8. C'est Ouais, quand même une première sélection assez drastique. assez drastique, mais les gens, ils sont venus, hein, ils étaient prêts, ils croyaient tous. Ils Ils croyaient croyaient tous qu'ils tous. pouvaient gagner, hein? Ouais, Et ouais. il y avait tellement de déceptions après, je me souviens. Donc, ben, je te laisse commencer ça, Jeff, première partie. Première partie, alors, on avait en compétition Thomas Philippi, le ludologue, la baronne et le jeune prodige et son kid. Et son kid, le jeune prodige, son kid. Et là, c'est ça aussi. On pourrait parler de chacune de ces personnes pendant 15 minutes. Parce que c'est tous des gens très emblématiques de la communauté québécoise. D'ailleurs, on va revenir sur la récréation dans quelques épisodes. Là. On va préparer un petit quelque chose spécial pour ça parce qu'on Bien ne peut pas sûr. laisser ça couler de même. Le ludologue, le seul et unique, on va le revoir, bien entendu. Thomas Philippi qui nage dans l'argent maintenant, bien entendu, avec The Chapters. Et le jeune prodige, Thomas d'Agenais-l'Espérance, toujours aussi actif. Alors, c'était quand même serré, si je me trompe pas, hein? C'est une game serrée, sauf que, tu sais, les paris allaient tous dans la même direction, vers le ludologue. C'était à prévoir, quoi que la baronne a donné du fil à retordre à ce ludologue présent, mais cette partie a été amplement gagnée par le ludologue. Et il n'y avait pas beaucoup de surprises, mais beaucoup de déceptions chez les autres participants qui étaient d'envergure qui auraient pu se rendre en finale. Mais non, c'est le hasard des groupes qui ont déterminé ce match-up. Ben c'est ça, je sais même pas si Thomas Philippi a réussi à placer un jeton sur le jeu. Peut-être qu'il y en avait un dans le 8 ou quelque chose de même, mais je suis vraiment pas sûr. Là. Ouais, lui, il était pas là pour gagner, hein. Il était là pour le fun, le party, dépenser son fric, là, tu sais. Ouais, en fait, il était là par hasard même, si je me trompe pas. Ouais, Là, puis il était pas super implémenté, là. Il roulait ses dés, puis il plaçait ça, puis tout de suite. Là. Ouais, c'est un gars, un bon vivant, on s'est bien Mais amusé, il était mais... sur le party. Il était C'est sur ça, le il party. était pas là pour la victoire. D'ailleurs, c'est ça, pour ceux qui connaissent pas Can't Stop, bon, on va résumer ça très rapidement parce qu'on va vous l'expliquer un peu chaque fois. Mais notez que le but est d'amener 3 de ses pions au sommet d'une des rangées. Les rangées étant toutes les combinaisons possibles que tu peux faire avec 2D 6, donc de 2 à 12. Ton but, c'est de gagner 3 rangées. Donc, tu peux gagner la rangée 2, la rangée 7, la rangée 12. Tu peux gagner la rangée que tu veux, mais ton but, c'est d'en gagner 3. Deuxième match, et là on était vraiment ailleurs, hein, dans une autre sphère. On avait Steve du Temple du Meeple, on avait Prof Board Game, David Couteau, Christian Lemay qui a daigné mettre ses pieds dans le sable, le poète du jeu, éditeur du Scorpion Masqué, était là, autour de la table, à jouer à Can't Stop, bien entendu, il faisait un peu la morale à tout le monde. On le sait comment il est, cet homme, Ouais, ça a toujours... été dur de le convaincre aussi, là. Il fallait qu'on lui dise qu'on allait plugger ses jeux, puis tout, là. Ouais, Zombie Kids, Évolution, tout. Et on avait la testeuse internationale Cat Geek, qui a malheureusement pas très bien fait, mais qui a eu beaucoup de plaisir, hein, dans la partie. Ben oui, puis c'était le fun de la voir présente, hein. Toujours bien heureux de voir les femmes présentes dans cette industrie et qui laissent pas sa place quand même. Non, ben, je pense d'ailleurs qu'on avait, et là, je veux pas trop m'embarquer, mais on avait au moins une femme par partie. Ça aurait été cool d'en avoir 2, là, d'avoir un 50-50, mais on sait que c'est pas 50-50 en ce moment dans le hobby. Vous êtes une femme, vous voulez faire entendre votre voix, écrivez-nous, on va raconter votre histoire et on va dénoncer toute la violence aussi qui est faite envers les femmes. On n'accepte pas ça ici, nous. On n'accepte pas ça, à part si c'est pour les éclater bien solidement à des jeux de société. C'est la seule forme d'intimidation acceptable autour d'une table.
Ouais, puis c'est acceptable pour les femmes aussi d'intimider les autres, là. Ben oui, avec plaisir, bien entendu. Ça, c'est bien voulu. Et c'est le fameux professeur board game qui s'en est sorti vainqueur de cette première manche. Ouais, c'était très serré parce que malgré le fait que Christian était un peu moi ces petites affaires de tournoi là ça m'intéresse pas, il a quand même joué pour la victoire. Puis si je me trompe pas, les deux combattaient pour le 5. Le 5. Mais tu parlais d'intimidation, puis c'est le bon mot, parce que c'est ça son trick, ça, lui. Hein? C'est l'intimidation, faire du trash talk, démoraliser les autres, faire perdre leur chance. Tout est là-dedans chez Christian, mais ça n'a pas marché contre David. Mais en fait, s'il y a bien une personne que tu peux pas intimider, c'est David. Ouais. Premièrement, les gens, naturellement, veulent pas l'intimider. C'est tellement un gars gentil. Même Christian avait un peu de difficulté à l'intimider. Ça a bien marché pour les deux autres. Là. Steve et Catherine se sont bien laissés intimider, mais David, hein, on lui fait pas à lui. Il en est sorti victorieux. Il a roulé son 5 2 fois de suite, puis bang, il a remporté la victoire. Ouais. Belle partie. Très, très belle partie. Ensuite, troisième match de la journée, on était avec Elsa de Ludipsy, la psychologue des jeux. C'était cool qu'elle soit là. Bien entendu, une nouvelle venue. Elle est apparue durant le confinement. Elle était avec nous à Cuba. C'était un plaisir de croiser le fer avec elle, justement. C'était cool qu'elle soit là. Ensuite, on avait l'influenceur numéro 1 au Québec, JP Doyon. JP Doyon, on sait, il y a peu d'influenceurs qui lui arrivent à la cheville. Ensuite, on avait quelqu'un qui est dans l'industrie. En fait, on ne sait pas trop c'était qui. C'était l'homme anonyme. Il avait une cagoule et il représentait Astrolabe. Ouais. Astrolabe, éditeur de jeux de société et de jeux vidéo. On ne sait pas qui était sous la cagoule. Ça aurait pu être Manu, ça aurait pu être FX, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On le sait pas c'était qui. Mais il était là pour représenter ça. Il avait son tatou de Gasland dans le dos. Et il était au rendez-vous. Oui, absolument. On sait toujours pas c'est qui, mais écoute, il a quand même bien performé. Et on avait bien entendu un de nos favoris. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Je m'ennuie de lui. Notre ami le plus célèbre, le phénix bienveillant du jeu, Fred Savard, qui était là autour de la table. Toujours, lui aussi est dans le trash talk et l'intimidation. Là, c'est une de ses techniques de base. Ouais, mais c'est moins pire depuis qu'il est faible. Ouais. C'est quand même vraiment moins pire. C'est effectivement moins pire depuis qu'il a aussi son propre podcast dans lequel il y a une liberté d'expression un peu plus grande. Et malgré toute cette partie très serrée, c'est Elsa qui en est sortie victorieuse en fait. Je suis pas sûr qu'elle avait déjà joué au jeu, mais elle a roulé les dés. La chance était de son côté. Elle a réussi là, à se hisser au sommet de la rangée 6, 7 et 8. Ce qui est la stratégie la plus standard dans Can't Stop. Elle a réussi à le faire. Elle n'a pas eu d'opposition sérieuse dans cette partie. Non, puis c'était une belle surprise parce que reste que les autres compétiteurs étaient assez féroces et assez solides, mais Elsa, je pense qu'elle s'en est sortie là, par son cleverness et son approche spéciale du jeu. Oui, effectivement, elle a utilisé son... en fait, on dit souvent que c'est la Charles Xavier du jeu. Donc, elle a peut-être fait un peu de manipulation mentale à ce niveau-là. Là. Intéressant. Dernière partie qu'on va couvrir aujourd'hui, donc on a recouvert les 4 premières parties de cette présélection. On avait Sophie de Mixed Deal, une autre nouvelle figure du confinement, grosse gamers en fait. Elle est dans le Kickstarter à fond, dans les gros jeux de figurines. Le dernier jeu qu'elle a reçu pesait 22 kilos, coûtait 692$, 150 de dédouanage, 80 de shipping. Ça lui dérange pas parce que ces jeux, elle les joue sans arrêt. Donc elle était là, bravo, j'étais bien content qu'elle soit là. On avait bien entendu Joël de l'Empire Randolph, pam 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 pam. Il n'avait pas le choix, mais c'est aussi un grand fan de Sid Saxon, de ses jeux, de cette bonne époque, hein, l'âge d'or du jeu de société. Ouais. Joël manquerait pas la chance de participer à un tournoi d'un jeu aussi emblématique que Can't Stop. C'est clair.
Et on avait les deux personnages de Etu Game, le farfadet du jeu, acteur international, et le maître marionnettiste, maître du jeu, donc Raphaël et Pierre-Louis respectivement. Alors, deux féroces compétiteurs. Oui, absolument. Et ben là, comme tu l'as dit, la compétition était assez féroce. Ça l'a joué de tous les côtés, de leurs meilleurs tricks possibles, la meilleure cleverness. Ils prenaient leur temps, hein. Ils prenaient leur temps avant de prendre leur décision. Ça a été une des plus longues parties, mais le maître marionnettiste a fait aller ses marionnettes et a réussi à remporter la partie sur un 12. Ben ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. Le 12 et le 2, là, mais c'est un des. Ben c'est le chiffre le plus difficile à aller chercher. Et quand il a roulé les 2-6, là. Il y a eu comme la foule était excitée, les gens prenaient leur temps, comme tu l'as dit, c'était une game tendue. Les 2-6, tout le monde le savait, tout le monde s'est jeté. Le farfadet s'est lancé à la mer, Joël était désemparé, Sophie, elle a presque flippé la table, je l'avais jamais vu vraiment comme ça. Mais on lui a donné un jeu à côté, puis ça s'est calmé. Ouais, c'est ça, on a sorti des figurines en plastique à jouer dans le sable, puis elle s'est bien amusée avec ça. Donc, ben, c'est un tournoi qui promet, parce que vraiment, c'était très serré là, déjà. Bien hâte de vous présenter la suite et surtout qu'on aille dans les quarts de finale, dans les demi-finales, jusqu'à la grande finale. Oui, parce que dans le quart de finale, ça va être des duels. C'est ça, exactement. C'est pas des parties à 4 joueurs, c'est des duels, donc 1 contre 1. Alors là, ça laisse vraiment la place. Can't Stop, c'est un jeu qui a beaucoup d'aspects de bluff, de manipulation, de confiance, de momentum. Donc, dans des duels, on est capable vraiment de cerner le meilleur joueur. Dans des parties à 4, il y a beaucoup de chance, beaucoup de tu sais, est-ce que tu vas bien t'en tirer, savoir tirer ton épingle, juste comme une grosse mêlée. Mais 1 contre 1, c'est le meilleur qui va émerger gagnant, là. Absolument. Donc, ça a été un tournoi assez excitant. On va continuer dans le prochain épisode pour la partie 2 des pré-qualifications. Oui, d'ailleurs, on avait oublié de le mentionner, il y avait en jeu plus de 10 000 $ pour la première position. Donc, c'était quand même pas n'importe quel type de tournoi, là. C'était assez relevé. Les gens étaient là pour avoir du plaisir, mais le prix, quand même, était assez intéressant, là. Ben oui, puis c'est un tournoi évidemment international. On a eu des gens, pas juste du Québec, mais d'un peu partout ailleurs aussi. Effectivement, bien hâte de vous présenter les autres concurrents. Ouf! Ouais, tout un tournoi, Jeff. Tout un tournoi. Yes. Bon, on est rendu là. On est là. Top! 5! Je te laisse commencer. Vas-y avec ton numéro 5, Simon. Mon numéro 5, c'était pour la catégorie, on va appeler ça ma tante et grand-papa. Pas le grand-papa sénile de 80 ans, mais le grand-papa correct de 65, parce que maintenant les gens ont 30 ans, ils ont des enfants. Donc le grand-papa n'est pas toujours le stéréotype du gars dans sa chaise berçante qui fume la pipe et que le plafond est tout jauni au-dessus. Le grand-papa normal, mettons. Donc, ma tante et grand-papa, des gens souvent un peu moins, tu sais, justement, veulent pas apprendre trop de règles, connaissent beaucoup de jeux de cartes vraiment compliqués, mais tu leur parles 5 minutes de règles d'un autre type de jeu puis ils comprennent plus rien. J'ai noté dans cette catégorie pour moi le jeu Non Merci. Ouais, ok, oui. Non Merci, tout petit jeu de cartes dans lequel on va décider, on prend-tu la carte qui est au centre ou on met un jeton dessus? On prend-tu la carte qui est au centre ou on met un jeton dessus? Le but du jeu est d'avoir le moins de points possible. Donc, les grosses cartes au centre, tu veux pas les prendre parce que ça vaut beaucoup de points. Tu vas avoir le moins de points possible. Mais si tu n'as plus de jetons dans ta petite réserve secrète, ben, tu es obligé de prendre la carte. Bien entendu, chaque jeton qui est dessus vaut moins 1 point et te donne des munitions pour les prochaines cartes. Mais c'est un jeu tout simple, tout bête. J'ai jamais réussi à ne jouer qu'une seule partie de Non Merci. Ouais, non, c'est un bon choix. C'est un petit jeu qui fait penser aux jeux de cartes un peu traditionnels, mais avec une petite twist là, de petite mécanique assez particulière, originale. C'est vrai que c'est très très simple. C'est un jeu qui date pas de hier. Là. C'est un jeu qui a quand même plusieurs années dans le cadre, mais qui est encore un bon classique. Ouais, mais justement, en revenant, j'étais étonné parce que c'est quand même 2004.
Ok. Mais tu sais, dans ma tête, moi, c'était peut-être. Ça aurait pu être fait en 1980 parce que le jeu, il est affreux, là. Ouais, c'est sûr que Faut le mentionner, là. dépendamment de quelle version t'as vu, ouais, ils sont toutes lettres. Tu sais, entre ça, puis le skip beau, c'est beau, là, tu sais. Fait que. Mais c'est très cool. Non, merci. Ça vaut la peine. Alors, mon numéro 5, je suis allé avec la thématique Tes amis sur le party. Alors, groupe d'amis, un peu de boisson, on veut avoir du fun, pas trop de règles, mais créer de la tension et tout. Peut-être même le genre de jeu où on veut pas perdre des amis, mais disons créer des tensions dans notre groupe. Et il y aurait beaucoup de jeux que j'aurais pu nommer pour cette catégorie-là. Mais je vais y aller avec le plus populaire des dernières années, c'est bien sûr Secret Hitler. Secret Hitler, jeu d'identité secrète où nous allons devoir découvrir qui est Hitler et qui sont les fascistes parmi nous. Jeu assez rigolo juste par sa thématique, mais qui vient vraiment chercher là, les passions des joueurs et le bluff. Et c'est vraiment bon aussi pour des gens de théâtre, des gens qui sont à l'aise à parler, à communiquer, même à mentir. C'est là que sont les meilleures parties. Donc, Secret Hitler, grand classique de jeu d'introduction pour tes amis sur le party. Oui, je suis d'accord avec ça. Faut pas être trop sur le party quand même, là, Non, parce que sinon ça Après, va. on aurait pu y aller avec des choses comme Télestration, des trucs plus simples, mais ça, je pense que ça rentre dans. Ok, on est sur le party, mais on n'est pas complètement trash, non. T'es pas sur le fentanyl, là, mettons. Là. J'aurais probablement mis le même jeu pour ce type de circonstances. Sinon, je pensais à un jeu comme Fake Artist Goes to New York, qui aurait très bien pu s'appliquer dans ce même genre de catégorie. Là. Ouais. Mais je pense que tout un jeu avec identité secrète, peut-être Agent Trouble ou même Caméléon, des trucs comme ça, c'est une belle catégorie là, pour ces gens-là. Absolument. Numéro 4. Mon numéro 4, on a parlé un peu de cette catégorie tantôt. On va parler des gens, les gros gamers de jeux vidéo, ces affaires-là. Non, dis-le comme tu l'as écrit, là. Les gros gamers qui puent. Ouais, c'est ça, ta catégorie. Vous savez c'est qui ces gens-là? C'est pas péjoratif nécessairement. C'est juste, tu sais, ces gars-là, je veux dire des gars, il y a des filles là-dedans. Il y a des filles là-dedans, là. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est des gens, tu sais, qui ils se lavent pas souvent, puis quand ils partent sur un délire de jeu, ben genre, ils partent sur un délire de jeu, puis ils jouent à des jeux pendant 4 jours, puis ils font des LAN, puis ils se lavent pas, puis ils sont dans des places où il y a plein d'ordi, puis il fait chaud, puis ils mangent des Cheetos, puis ils ont les doigts jaunes, puis ils se grattent la face, puis, tu sais, vous voyez de qui on parle, là? Ouais, absolument. Ces gens-là, je leur avais recommandé, pas Harry Potter, je leur avais recommandé Pandémie Legacy saison 1, mais je leur recommanderai Terraforming Mars, qui, pour certains, dirait quoi, un jeu d'introduction, Terraforming Mars. Terraforming Mars est un jeu qui est vraiment pas si compliqué que ça à prendre en main si les gens sont prêts à écouter des règles pendant 30 minutes. Donc, c'est vraiment ça la restriction. Mais j'ai introduit, et je niaise un peu avec les gamers qui puent, là, mais j'ai introduit tellement de gens aux jeux de société avec Terraforming Mars. C'est ça qui est étonnant. Les gens qui étaient excités par la thématique trouvaient que ça avait l'air vraiment cool, ça avait l'air original, les gros jeux de cartes, tout ça. Beaucoup de gens voulaient jouer à Terraforming Mars et j'étais même réticent à les faire jouer. J'étais comme, t'es sûr que tu veux jouer à ça? Là? On en a pour 30 minutes de règles, puis c'est pas simple. J'étais comme, non, je veux jouer, ça me dérange pas. Et il y a tous ces gens-là, ils ont toujours apprécié l'expérience, en fait. Fait que pour moi, Terraforming Mars là, est un excellent jeu d'introduction pour des gens qui veulent du lourd. Beaucoup de gens qui rentrent dans le hobby du gamer, tu leur présentes un tout petit jeu de cartes, ils sont comme, ouais, mais c'est un petit jeu plate. Moi, je joue à des gros jeux. Tu sais, combien de gamers ont commencé en voulant jouer à des gros jeux? Ouais. Beaucoup de gamers. Là. Ouais, exact. Absolument. Puis... Ben, Terraforming Mars, hein, j'imagine que tu dois te considérer comme le gros gamer, puisque tu y joues beaucoup. Ben là, en plus, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai beaucoup engraissé pendant le confinement. Ça s'explique. Ça me rend pas heureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un fait, hein? On peut se cacher, Alors, mon numéro 4, je suis allé avec le jeune couple qui découvre les jeux de société.
J'ai vu beaucoup ce genre de personnes. Je dis couple, mais ça peut être deux amis. Euh, Deux amis. oui, deux amis qui viennent, qui commencent à découvrir les jeux de société, puis qui veulent aller plus loin que juste les Ticket to Ride, les Carcassonne de ce monde. Donc continuer leur découverte. Et je suis allé avec le jeu Wingspan. Wingspan, bon, un jeu assez récent, assez moderne, qui est aussi un genre de mélange jeu de plateau, jeu de cartes, mais qui marche très bien par le fait que, ben, de un, c'est un jeu qui n'a pas nécessairement pas une confrontation directe, ce qui est d'habitude assez bien pour un jeune couple. Euh, il y a des exceptions, évidemment, mais donc qui est à ce niveau-là, puis qui est super beau, qui est super intéressant parce que par sa thématique et qui offre une belle rejouabilité, des belles mécaniques présentées à ces joueurs-là qui sont pas très difficiles, mais qui introduisent un paquet de petites mécaniques qu'ils vont pouvoir retrouver dans d'autres jeux. Donc, encore une fois, beaucoup de jeux possibles à ce niveau-là, mais un de mes succès là, que je pense qui marcherait bien, c'est bien Wingspan. Bon choix. Numéro 3. 3. 3. Et peut-être que mon bon choix vous semblait sec et tout ça, mais c'est parce que c'est la catégorie que j'ai choisie aussi pour mon numéro 3. Les deux amis qui veulent aller plus loin, comme le dit si bien JF. Le couple heureux, le couple qui découvre les jeux de société, les parents qui n'ont pas beaucoup de temps le soir et tout ça. J'ai choisi le jeu Lost City. Le jeu du docteur, le docteur Kenidia. Lost City, jeu de cartes sorti en 1999. Donc c'est un jeu qui ne date pas d'hier. Pour moi, c'est possiblement un des jeux à deux les plus sous-évalués dans le hobby en ce moment. Là. C'est un jeu à deux joueurs que tu peux rejouer à l'infini, qui est super intelligent, qui est toujours différent dans tes parties, que tu as beaucoup de réflexion à faire, énormément d'interactions avec l'autre joueur, mais sans que ça soit des attaques directes. Un jeu que je me tanne pas de jouer même 20 ans plus tard, qui reste pour moi très bon, parfait pour un couple. Tu peux jouer 2-3 parties de suite en une soirée, tu peux en jouer juste une si tu as moins de temps. Tu ouvres le jeu, tu as juste besoin des cartes, tu brasses tout, tu commences ta game. Pour moi, ça c'est vraiment un jeu parfait là, pour le couple heureux. Ouais, je suis d'accord. C'est un grand classique, en fait, qu'on fait beaucoup jouer dans les bars, je dirais, pour les couples, justement. Donc, oui, bon Ouais, choix, ben dans bon un choix. pub, je peux imaginer parce que ça prend pas tant de place, mais c'est aussi très facile à expliquer. Hein, Beaucoup de règles, fait que puis, tu peux te lancer rapidement. exact. Puis, sous-estimé, ben écoute, c'est un jeu de 1999, hein, fait que c'est sûr qu'il y a un peu de... Il est un petit peu vieux, et plus jeune, mais ça reste, malgré tout, un excellent jeu, même aujourd'hui, là, à essayer. Ouais, ben justement, avant de passer dans cette catégorie-là, j'avais un autre jeu qui était le jeu juste derrière. Lost City. C'est un jeu beaucoup plus récent, en fait. C'est le jeu Le Renard des Bois. Ok, ouais. Le Renard des Bois, la particularité de ça, c'est un jeu de levée, donc un jeu de cartes de levée, mais fait pour deux joueurs. Et très bon jeu, ça se joue très bien encore une fois. Ben à deux, c'est un jeu à deux. Mais en couple, tu peux faire une partie très rapidement. Et ça a une belle rejouabilité. Beau niveau aussi de stratégie, d'apprendre comment le jeu se joue et de devenir meilleur dans les prochaines parties. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent aussi, des jeux de levée à deux joueurs. Ben des jeux de levée à deux, on voit pratiquement jamais ça. Ouais. D'ailleurs, là, ils ont sorti la version deux joueurs coopératif. Ok. Ça s'appelle le Renard des Bois Duo. Duet, là, je pense en anglais. Et ben, c'est un peu comme The Crew, là, qui est un jeu de levée coopératif. Ben là, ils ont fait un jeu de levée coopératif deux joueurs. Fait que ça je pense que ça a été assez bien reçu. J'ai pas pu jouer encore, par contre. Mais peut-être pour les gens qui aiment moins l'agression, ben, des jeux coop à deux de levée, ça peut être intéressant. Ouais, bon choix. Alors, mon numéro 3, je suis allé avec les gens qui aiment les échecs. Parce que, ben écoute, il y a beaucoup de gens qui aiment les échecs dans la vie. La plupart des gens aiment les réussites, là, mais...
Je parlais bien du jeu. Et je dis les échecs, mais je pourrais aussi dire les gens qui aiment le Go, les dames, Oh, les jeux de échecs, stratégie donc, abstraits. les jeux Ok. de stratégie abstraits, forcément. Donc, ben, qu'est-ce que je conseillerais à ces gens-là? C'est forcément un jeu de stratégie abstrait aussi. Il y en a quand même beaucoup. Mais j'aurais tendance à proposer le jeu Santorini. Santorini, parce que oui, c'est un bon jeu là, de stratégie abstrait avec certains pouvoirs de personnages qui donnent de la rejouabilité et tout, mais qui est aussi vraiment joli, qui est attrayant, puis qui va plaire aussi pas juste aux gens qui adorent les échecs, mais qui peut plaire aussi à une panoplie de gens. Donc, un jeu d'introduction pour les fans d'échecs, mais aussi pour des gens qui aiment des petits jeux de réflexion rapides aussi. Donc, Santorini a été mon choix pour cette catégorie. Nya. Nya. De quoi tu parles? T'es pas d'accord? Nya. Ben, tu sais, habituellement, on essaie d'être quand même dans le consensus, d'être positif, pis tout ça. Santorini, là, j'ai tellement voulu aimer ce jeu-là. Là. C'est un jeu que je voulais aimer. Je l'ai même acheté au point où je voulais l'aimer. J'ai jamais réussi à croire que c'était bon, finalement. Ça tombe à plat vite. T'sais, tu joues une game, t'es comme, ah, c'est le fun, c'est cool. Tu joues 2 games, t'es comme, ah, ok, c'est pas pire. Tu joues 3 games, t'es comme, ok, on joue plus jamais. Même avec tous les pouvoirs, parce qu'il y a tellement de pouvoirs à découvrir, tu sais, c'est dans 3 games, t'as pas tout vu, là. Non, sauf qu'il y a plein de pouvoirs qui sont un peu plates, qui sont un peu compliqués pour rien, que t'es comme, ok, c'est un peu trop fort, c'est pas assez fort. Tu sens que, tu sais, il y avait pas de pouvoir, puis ils en ont rajouté pour que le jeu il puisse se vendre un peu plus cher, puis dire qu'il y avait au moins des cartes dedans, puis c'était pas juste des petits buildings en plastique que t'empilais, là. Ok, mais qu'est-ce que tu conseillerais d'abord pour les gens qui aiment les échecs? Pour les gens qui aiment les échecs, je conseillerais les échecs 2 de sequel. Les échecs 2, qui est un jeu, encore une fois, très sous-estimé, dans lequel, en fait, tu vas choisir ta faction au début. Et bon, il y a d'autres variétés, il y a d'autres règles différentes, mais la règle principale, c'est que tu as des factions. Et dans ta faction, ben, ta tour se déplace pas pareil comme les autres. Puis dans ta faction, telle chose est pas pareil comme les autres. Je trouve que ça donne une belle rejouabilité. Mais sérieusement, parce que là, vous êtes comme les échecs 2, c'est pas vrai ça. Je conseillerais Onitama. Ouais, ben tu vois, c'était mon deuxième choix pour ces jeux-là. Nintama, Santorini, pour moi, c'est des bons gateways. Parce que, tu sais, Onitama, pour moi, probablement, est un peu plus court, est un peu plus clair dans qu'est-ce que tu dois faire, donc plus facile à expliquer et à prendre en main, surtout pour quelqu'un qui aime les échecs, tu sais, parce qu'on est vraiment sur un petit échiquier. Et il n'y a pas la question de balancer les pouvoirs, parce que les pouvoirs, les joueurs se les échangent durant la partie. Et pour moi, ça, c'est, tu sais, la particularité de ce jeu-là, c'est que tu as 2 cartes devant toi, et il y a une carte au centre. Fait que quand tu joues ta carte, tu l'échanges avec la carte du centre. L'autre joueur joue sa carte, l'échange avec la carte du centre. Donc, il y a 5 cartes par partie et les cartes vont tourner comme ça. Mais la partie d'après, tu as comme un paquet d'une vingtaine de cartes. Fait qu'à chaque partie, tu mets 5 cartes dans le jeu. Et ça, c'est les types de mouvements que tu vas faire. Au-delà du fait que c'est un bon jeu de stratégie abstrait, cette petite mécanique d'avoir 5 cartes et de les échanger est vraiment intéressante. Ouais. Ok, je suis d'accord. Ça marche. Ça marche ça aussi. Oh yes, ça marche ça aussi. Là, on est rendu dans le lourd. Numéro 2. Et numéro 2, si je me trompe pas, je pense qu'on a mis la même catégorie. Soirée en famille. Ouais, mais j'ai une approche un peu différente. Mais vas-y. Ouais, je comprends. Parce que toi, c'est soirée en famille, c'est 3 personnes. Moi, c'est 8 personnes. Donc, ouais, ok, je pense que c'est comme ça. Tes parents et toi. Ouais, j'en reparle. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, soirée en famille, on est là, c'est 8 personnes, comme je vous dis, c'est ça pour moi, une soirée en famille. Bien entendu, c'est un classique, c'est possiblement le jeu d'introduction par excellence. 10 ans plus tard, peut-être le jeu qui a fait rentrer tellement de gens dans le hobby, parce que ce jeu a changé... Il y a eu les colons de Catan, il y a eu Carcassonne qui a amené il y a eu les jeux Euro qui a amené toute une nouvelle génération de joueurs, de joueuses qui, JF et moi en font partie, PPP7 en fait partie, même précurseur.
Et il y a eu ce jeu qui est sorti qui a dit « Hey, les jeux, c'est pas juste les jeux américains et les jeux euros. Il y a autre chose. » Et ça l'a tout changé. Il s'agit bien entendu du succès incontestable d'Exit, qui a ouvert la porte à tout ce qu'on appelle maintenant les jeux d'ambiance, les jeux plus légers, les jeux qui sont pas des jeux d'agression, des jeux d'optimisation, non, autre chose complètement. Dixit, pour moi, à ce jour, reste même pratiquement toutes catégories confondues, sauf les vrais hommes, reste les meilleurs jeux d'introduction pour pratiquement toutes les catégories confondues, là. Sauf les vrais hommes. Ouais, mais tu sais, ça c'est un stéréotype un peu dommage, là, mais tu sais, ça revient un peu aux gros gamers qui puent, là, mais tu sais, c'est les gens qui sont un peu dépassés par la vie, puis qui sont comme, non, mais moi j'aime ça, les flingues et les dragons. J'aime ça taper sur le monde, j'aime ça imposer ma domination parce que ma propre vie est remplie d'échecs et que je dois me défouler ailleurs. Je veux pas les juger trop, là, mais c'est la seule catégorie à qui je présenterai pas d'Exit. Il y a des groupes à qui j'ai amené d'Exit puis qui étaient comme, ils pensaient que je niaisais, tu sais. Que je leur présentais un jeu pour les enfants, pour les petites filles. Mais ces gens-là n'existent plus en 2020. Ils existent encore, mais on n'entend plus parler d'eux. Mais à part ce groupe-là, je dirais que Dixit est dans les tops de toutes les catégories pour introduire des gens. C'est le jeu que j'ai introduit le plus de gens avec. C'est le jeu qu'après l'avoir présenté, les gens sont allés l'acheter en plus grande quantité aussi. Donc, c'est mon go-to d'Exit. T'as ça dans ta sacoche, il n'y a aucun problème. Alors, mon numéro 2, moi, c'était plus dans l'optique tes parents et toi. C'est-à-dire, quel jeu tu pourrais présenter à tes parents et que tu pourrais jouer avec eux. Donc oui, soirée en famille, mais là, on vient de l'optique du jeune qui essaie du jeune qui est déjà habitué aux jeux de société, puis là, qui veut introduire ses parents aux jeux de société. Et forcément, je suis allé avec le grand classique qui a été le jeu qui a fait introduire mes parents aux jeux de société modernes. Et c'est bien sûr les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, gros jeu de plateau classique depuis longtemps. Selon moi, le nouveau Monopoly, le Monopoly moderne, si on veut, le jeu que toute famille a à la maison. Ouais, aura dans 20 ans, tout le monde va avoir une vieille copie de Les Aventuriers du Rail dans son sous-sol avec plein de poussière, mais c'est un jeu pas pour rien là, que je le compare à ça, c'est que c'est un jeu qui rassemble la famille, qui est facile à comprendre, qui enlève un peu tout le côté. Oui, il y a du bloc, oui, tu peux faire chier un peu les autres, mais c'est très léger, tu te concentres sur ta stratégie. Et c'est excellent, c'est même un jeu que parents vont pouvoir acheter et jouer par eux-mêmes ou même présenter à d'autres gens, parce que des jeux que j'ai présentés à mes parents, il y en a beaucoup, mais peu de ces jeux-là qui ont finalement acheté eux-mêmes ou qui avaient vraiment le désir de rejouer. Et ça, Les Aventuriers du Rail, c'est un gros classique, celui-là encore. Il y a plusieurs types de maps aussi, plusieurs types de jeux, si on veut. Donc, très intéressant, à mon avis, pour cette catégorie. Ben d'ailleurs, sans rentrer trop dans les détails, si je me trompe pas, tes parents sont, on pourrait dire, des plus grands fans des Aventuriers du Rail que toi, là. Ben oui, puis pour moi, c'est un jeu, je veux pas y jouer tout le temps, je reconnais que c'est un bon jeu, mais bon, c'est pas dans mes jeux préférés, mais c'est un jeu que je peux jouer absolument avec mes parents sans problème, puis je peux jouer une game, c'est quand même assez le fun, mais si c'est encore plus le fun pour eux, puis qu'ils ont envie d'en faire des parties, même quand toi tu n'es pas là, parce que souvent, en tout cas, dans ma situation, c'est sûrement dans la tienne aussi, hein, c'est toi qui présentes les jeux à tes parents, tu leur montres des trucs, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Ben ça, c'est un qui, en tout cas, par mon expérience, marche très bien, même qui sont capables après d'expliquer les règles, en fait, de se rappeler les règles, parce que c'est souvent un des points très difficiles là, au niveau des jeux de société, c'est les règles. Quand tu es là et tu expliques, c'est facile, mais quand ils vont le faire eux-mêmes, c'est un petit peu plus compliqué, mais Les Aventuriers du Rail, c'est un bon niveau de règles, c'est un bon niveau de complexité, et ça marche très bien. Ben, t'as mentionné, tu sais, on parle de jeux d'introduction, puis c'est quoi au final le but d'avoir les jeux d'introduction? T'as mis exactement le point.
ces gens-là jouent à des jeux quand tu n'es plus là. Ouais. Et Ben, c'est des jeux d'introduction, c'est des jeux pour introduire les gens, mais pas juste qui jouent une fois, là, qui s'intéressent à ça. Qui rejoignent le hobby, tu sais, puis qui achètent des jeux, qui expliquent des jeux, qui montrent des jeux à d'autres gens, qui jouent quand t'es pas là. Pour moi, là, t'as mis exactement le doigt sur un peu l'objectif de ces jeux d'introduction. C'est de te dire, OK, ils sont allés acheter Dixit après et maintenant ils jouent dans leur propre cercle à eux, tu sais. Donc là, tu sais que t'as réussi à convertir quelqu'un au jeu de société. Ça devrait s'appeler les jeux de conversion. C'est vrai. Numéro uno des jeux de conversion. Alors, la grande catégorie de gens que j'ai choisi de mon côté, j'appelle ça les jeux, les gens d'enquête ludique. Les gens d'enquête ludique. Donc ça, c'est les gens qui aiment toutes les affaires comme les escape rooms, les quiz, les rallyes. Mais tu sais, c'est des gens, ils font des escape rooms, ils vont participer à des quiz dans des bars, ils font des petits rallyes lors de festivals. Ou des affaires. Tu sais, ils aiment le ludique, mais c'est pas nécessairement des jeux des gens qui connaissent les jeux de société. Tu sais, il y a plein de gens qui vont dans des escape rooms chaque semaine puis qui n'ont jamais joué à un jeu de société de leur vie. Mais c'est tout un très gros potentiel de joueurs parce que c'est des gens qui aiment ça. Bien entendu, on pense aux jeux d'escape room en boîte. Il y en a beaucoup qui sont sortis dans les dernières années. Il y en a qui se sont établis comme des références. Il y en a qui c'était plus des tests. Il y en a beaucoup d'autres qui sortent. Il y en a de plus en plus qui sortent des systèmes de jeux. On va même pas parler de jeux dans la plupart de ces cas-là. On va parler de systèmes de jeux. Il y en a plusieurs, il y en a 3 qui sont particulièrement connus. Pour moi, Dexcape est le meilleur de la Sainte Trinité, Exit, Dexcape, Unlock. Dexcape est probablement le meilleur de cette trinité-là pour introduire des gens qui aiment les enquêtes, qui aiment les déductions aux jeux de société. Oui, bon choix. Écoute, bon choix. Ça me surprend que tu l'aies mis en numéro 1 pour style de jeu que t'es toi-même pas nécessairement si fan que ça. Ça me surprend un peu, mais c'est que je me suis rendu compte, en réalité, je suis pas fan de ces jeux-là pour différentes raisons, mais principalement à cause d'Unlock. Ah ouais, tant que ça, hein, ça t'a traumatisé, là. Oui, puis je vous parlais que j'étais allé dans un chalet, justement, il y a pas longtemps. Ben, dans ce chalet, il y avait des gens qui aiment des jeux de société. Il y avait des gens qui avaient apporté Unlock. Une boîte d'Unlock avec 3 jeux dedans, comme tous les bons Unlock. Une boîte que je connaissais pas, parce qu'il y en a tellement, bien entendu. Et ils cherchaient des gens avec qui jouer. Ils ont trouvé personne parce que les gens voulaient pas jouer, il n'y avait pas le temps. Et là, moi, j'ai dit, hey, moi, je joue pas à Unlock, j'ai ça. Puis là, ils m'ont convaincu de jouer quand même à Unlock avec eux. Fait que je suis embarqué dans la partie parce que, ben, tu sais, j'aime les jeux, puis je voulais jouer à un jeu. Puis, fait que j'ai joué à Unlock. Sérieusement, ce système-là a un problème majeur. C'est que quand tu tombes dans une impasse, t'es tout le temps rendu à additionner des chiffres. C'est comme, ça devient un jeu de mathématiques, là. Ça devient, OK, ben cette carte rouge-là plus ça, fait que ça fait 80, y a-tu le 80 dans le paquet? Non, il l'a pas. Puis c'est rendu à un genre de... C'est comme tricher le jeu, mais en même temps, c'est une des seules façons de s'en sortir, à part aller chercher les indices, puis tout ça. Mais je trouve que ça tombe tout le temps à plat. Dès que tu arrives à une espèce d'impasse, ben là, on va commencer à additionner toutes les crap qu'il y a sur la table, puis essayer de voir si ça marche. Et souvent, ben ça marche pas. Puis je trouve que c'est comme de l'anti-jeu à un certain point. Et aussi les unlock en général, je les ai vraiment pas toutes faites. Il y en a sûrement qui sont pas comme ça. Mais je trouve qu'ils sont très linéaires. Ça veut dire que souvent, tu as 1 ou 2 énigmes à résoudre. C'est 1 ou 2 énigmes, t'amènes sur une autre énigme, t'amènes sur une autre énigme, t'amènes sur une autre énigme. Alors que les Dexcape, souvent, vont avoir, mettons, 4 tracks, 4 chemins très clairs qui vont être individuellement chacun. Fait que si tu joues à 2, 3, 4 personnes autour de la table, tout le monde a quelque chose à faire. Dans Unlock, en plus, tout le temps en train de checker sur les cartes,
des micro-détails. Le petit coffre, là, il y a un A dessus, ça fait 20 minutes, la carte est devant toi, t'as pas vu ça. C'est pas adapté à tout type de joueur. Tu peux, probablement après un certain âge, les gens ils veulent plus jouer à ça parce que ça fait pas de sens de devoir regarder sur une mini-carte un petit A caché, soit qui est trop évident, soit qui est trop caché. Très difficile d'avoir le balance, d'ajouter le côté d'observation là-dedans. Ça enlève un peu le côté de la réflexion aussi. Fait que souvent, le cœur de ces jeux-là, c'est la qualité de l'énigme, mais dans Unlock, je trouve qu'on la retrouve pas. Dans Dexcape, Exit, c'est très bien fait aussi, mais pour moi, Dexcape, c'est que tu achètes un paquet, ça t'a coûté 15$, quand tu as fini, tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu le passes à quelqu'un d'autre. C'est un jeu justement d'introduction très facile à introduire plein de gens avec, parce que tu peux te le prêter et l'envoyer à gauche, à droite, une fois que tu as terminé de le jouer. Puis comme tu dis, tu sais, le gros avantage en fait de l'Escape, c'est que tu ne peux pas être coincé. Parce que quand tu arrives devant quelque chose que tu sais pas, ben tu essaies quelque chose, si ça marche pas, ils te le disent la réponse. Tu t'es pas bloqué là. C'est ça, exactement, points, comme tu réponds à la question, mais tu l'as pas eu, tu l'as eu, ok, mais t'avances, tu sais. Mais c'est ça, t'es jamais bloqué parce que tu t'es pas capable de résoudre telle énigme. Fait que ça, c'est vraiment aussi intéressant, puis ça aide là, pour un jeu d'introduction. Ouais, et j'ai trouvé aussi que la diversité des puzzles, des énigmes, était vraiment intéressante dans Dexcape. J'ai trouvé que à chaque fois que j'ouvrais une boîte, il y avait quelque chose qui me surprenait, puis j'étais comme, ah, ça c'était vraiment cool, puis le niveau de difficulté aussi me semble très bien adapté au commun des mortels. Ça veut dire que oui, de temps en temps, tu vas pas l'avoir, mais c'est toujours clair qu'est-ce que tu dois résoudre comme énigme. Donc, c'est un jeu d'énigmes, c'est basé là-dessus. D'ailleurs, tu avais mentionné Sherlock Holmes, j'y avais même pas pensé. Je trouve que ça pourrait être une très bonne alternative, mais je trouvais que le format de Dexcape a été 3-4 personnes, tu as acheté le jeu, ça t'a coûté 15$, tu le passes à un de tes amis après. J'ai trouvé ça vraiment... Tu sais, moi, j'ai acheté, je sais pas, 3-4 versions de Dexcape, je sais même plus son où, là. Je les ai lancés dans la nature, puis ils se promènent maintenant, là, donc je trouve ce format-là intéressant. Ouais, puis comme ben c'est sûr que pour un jeu d'introduction, c'est pas mal mieux que Sherlock Holmes, Détective Conseil, ben qui peut être intéressant, mais qui est vraiment plus long au niveau de la durée. Ouais, et c'est probablement le plus simple aussi dans les jeux d'énigmes. Tu sais, j'avais pensé à Sherlock Q, à Undo, qui sont deux systèmes que j'aime beaucoup, mais qui sont quand même un peu plus complexes. Unlock, il y a quand même un système qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu fasses le tutoriel, il faut que tu l'apprennes, le système. Exit, c'est la même chose, c'est un système. Dexcape, c'est des énigmes avec des cartes avec des énigmes dessus. Donc, c'est vraiment très, très... Tu sais, tu t'ouvres le paquet puis tu commences à jouer. Et ça, c'est vrai, là. Fait que ça, je trouvais que c'était... Pour l'introduction, pour moi, c'est vraiment parfait. J'ai joué à ça avec des gens qui n'avaient jamais joué à un jeu de société de leur vie, qui savaient même pas que ça existait des jeux d'enquête. Puis, ils ont adoré, là. Yes, bon choix, bon choix. Alors, moi, pour le numéro 1, la dernière catégorie, je suis allé avec un grand classique, des gens que... j'ai beaucoup rencontré des gens qui cherchaient des jeux et qui sont des joueurs de risque. Mais... il y a des gens qui font ça? Il y a des joueurs de risque parce que, ben, écoute, c'est le jeu de confrontation le plus connu. Avant les jeux modernes, si on veut, mais c'est encore un jeu un peu à la Monopoly qui est là malgré tout. Et que les fervents amateurs de jeux de confrontation vont aimer en général. Mais ces gens-là, on peut les amener ailleurs, on peut les amener vers d'autres jeux de confrontation plus modernes. Encore une fois, beaucoup de choix à ce niveau. Je vais y aller avec un que j'ai particulièrement aimé là, et qui m'a un peu introduit au jeu de confrontation, et c'est Neuroshima X. Ou un jeu polonais! Un jeu polonais, Neuroshima X, qui est un jeu de confrontation tactique. Donc l'avantage qui est, bon, pas un jeu qui est à longue haleine, on parle d'une heure, une heure et demie environ, selon le nombre de joueurs, et qui est très, très, très réactif. Donc, confrontation, on essaie de prévoir, de planifier, mais on essaie surtout de faire le mieux qu'on peut avec les
tuiles qu'on a pigées. Et c'est très straightforward, hein? Il n'y a pas de niaisage de territoire, on se déplace, tout ça. Non, la grille est là, on met nos gars dessus. À un certain moment, ils se tirent tout dessus. La moitié des gens, des pions sont morts, donc on les enlève. Puis là, la map est clean encore de nouveau. Puis ben, ton but, c'est en gros protéger ta propre base et essayer de faire des dommages le plus de dommages aux autres bases. Un jeu d'ailleurs de confrontation qui se joue de 2 à 4 joueurs. Avec donc 4 factions différentes, mais évidemment plein d'extensions là, qui rajoutent d'autres factions et d'autres types de pouvoirs. C'est aussi un jeu asymétrique un peu là, d'une certaine façon, dans le sens où bon, la mécanique de jeu est pareille pour tout le monde, mais les factions, ben, ils ont des tuiles, ils ont des pouvoirs différents, des types de caractères aussi différents, qui donnent quand même vraiment une asymétrie assez intéressante, même si c'est sur le côté léger un peu. Ça reste vraiment intéressant pour cet aspect-là. Donc pour moi, ben, Neurochimia X, c'est un des bons jeux d'introduction qui vont plaire aux gens qui aiment les jeux de confrontation ben, c'est ça, de gagner et pousser beaucoup de testostérone. C'est le jeu de prédilection. What? Ben en fait, tu sais, moi j'adore j'ai joué. C'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué beaucoup, Neurochimia X, dans le temps où notre groupe de jeu était tellement différent de ce qu'il est maintenant. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup, que j'aime beaucoup. Je considère quand même que c'est un jeu un peu complexe. Parce que, tu sais, au moment où les personnes vont se battre, ben là, il y a toute une question d'initiative, de pouvoir. Ouais. Fait que, oui, introduction, mais comme, il est à la limite pour moi là, de l'introduction. Il est un petit peu compliqué. L'affaire, c'est que les joueurs de risque, je te dirais que pour la plupart, c'est quand même des joueurs qui sont prêts à encaisser des règles. Ils sont capables de rouler des dés, ça c'est sûr. Oui, mais je veux dire, c'est quand même des gens qui sont propices à des jeux plus compliqués. Fait que pour des joueurs de risque, j'irais pas avec un truc trop simple non plus. Ok, j'ai roulé un 6. J'ai roulé un 2, un 1. Ah non, tu m'as battu. J'ai roulé un 3, un 4. Ok, je me déplace là, je roule un 3. Ok, je roule un 6. J'ai roulé un 3. C'est pas comme ça que ça se joue. Oh non, fuck, j'ai jamais joué à risque. Je suis tellement pas bon. Donc, oui, ben c'est une bonne suggestion, je t'avouerais. Non, mais c'était pour ça, parce que dans le fond, oui, joueur de risque, mais pour moi, c'est presque la catégorie gros gamer qui pue, là. On est presque là. C'est juste que il y a les gros gamers qui puent, puis il y a les gens qui adorent risque, qui connaissent juste ça, puis qui pensent qu'il n'y a rien d'autre de mieux dans la vie. Ouais, ben en fait, c'est. Il faut que tu leur montres quelque chose de même calibre, même une coche de plus, sinon ça va être trop simple. Oui, puis d'ailleurs, j'avais pensé à, tu sais, Small World. Ouais, c'est vrai. Sauf que, vu que c'est comme des dessins qui sont ronds, moi j'appelle ça des dessins ronds, là, c'est comme... Mais là, les vrais joueurs de risque là, qui pensent que c'est la panacée de tous les temps, là, ben, quand ils voient ça, ils sont comme non, ça c'est un jeu pour les enfants. Ils croient pas que c'est un vrai bon jeu de confrontation accessible. Eux, ils veulent pas que ça dure 45 minutes, ils veulent que ça dure 3 heures, tu sais. Fait que, ben, c'est pour ça que peut-être c'est vrai que Neurochimia, dans ce sens-là, ça va bien. Sinon, j'ai pensé tous les gens maintenant qui me parlent de risque, je leur parle tous du même jeu. Je leur parle de Reef Encounter. De Reef Encounter, ok. Ouais, Reef Encounter, c'est un jeu de Richard Breeze, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement. C'est un jeu dans lequel tu joues des coraux, du corail, là. T'es un corail, là. T'es un corail. Ouais. C'est ça. Fait que là, déjà, ça déstabilise un peu les gens parce que c'est une thématique atypique. Mais c'est pas un jeu pour les enfants, ça. Non, puis en plus, tu joues des corails, mais tes jetons, c'est genre des petits homards avec des googly eyes, là, pratiquement, là. Mais je pensais que c'était un jeu que t'avais jamais compris, que t'avais jamais joué. Non, on a joué, là, finalement, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre et tout ça, mais c'est le jeu le plus violent auquel j'ai joué dans ma vie. Je vous garantis, vous mettez des gens dans un chalet avec ça, vous les retrouvez tous morts. J'ai joué une partie officielle de Reef Encounter dans ma vie. Et en fait, à la moitié de la partie, la tension, c'était pas une tension de jeu, c'était une tension de genre, je te déteste, probablement qu'on sera plus amis après. Oh, ouais. D'ailleurs, quand on s'est comme un peu rendu compte de ça, on disait, hey, là, c'est ridicule, là, je veux dire, on est en train de jouer à ça pour s'arracher la tête. On va finir la game en acceptant
que ce jeu est beaucoup trop violent et qu'on va juste le jouer en parlant plus du jeu, juste pour finir la game. Et après ça, ça a bien roulé parce qu'on s'en foutait de gagner ou de perdre. On voulait juste finir la game. Et je l'ai échangé tout de suite après parce que c'était juste trop violent comme jeu. Fait que les gens qui aiment Risk, qui aiment se taper sur la gueule, ben dites-vous que le monde des coraux, des corails dans les océans est d'une violence inouïe. C'est vraiment là, c'est terrible en fait. Si tu veux... Tu sors ça des boulamites, Reef Encounter, là, ça vient de loin. Ça. Oui, ça vient de très loin, 2004 en plus, mais sérieusement, maintenant, quand les gens me parlent de Risk, je leur dis, t'as jamais joué à Reef Encounter. Ça, c'est vraiment un jeu où tu te tapes sur la gueule, tu sais. Mais, tu parles de Reef Encounter, de jeux comme ça, tu sais, forcément, Dominant Species. Est-ce que c'est un jeu d'introduction? Limite, pas vraiment, mais peut-être pour des joueurs de Risk. Je pensais à Age of Empire 3. Ouais, mais j'ai pas joué, lui. Est-ce que... j'ai joué une fois ou deux, il y a quand même longtemps, mais pour moi, Age of Empire, c'était une version un peu réduite de Dominant Species. Okay, ouais. Vraiment même concept. Tu as une track sur le côté de worker placement et tu as le board de l'autre côté où tu vas bouger tes pièces et tout ça. Et c'est très similaire dans la dynamique là, à Dominant Species, mais c'est juste un peu plus simple. Et tu as la thématique à la Risk, là, où c'est vraiment des armées et tout ça. Je pense que ça pourrait être une bonne manière d'être introduit à ça. Sinon, ben il y a le fameux jeu de Star Wars, Queen's Gambit. Un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Les gens qui jouent à Risk sont pas déstabilisés parce qu'ils roulent des dés sans arrêt, mais ils vont capoter parce que le jeu est assez capoté, là, tu sais. Ouais. Ok, un autre vieux jeu des boulamites. Parfait. Ouais, mais des jeux de confrontation qui remplacent Risk, il y en a plus, là. Ça existe plus, ces jeux-là. Il y en a plein, c'est juste qu'on les joue pas. Ouais, c'est ça. On les joue une fois, puis on les échange direct. Whoopsie! Puis là, on a appris de nos erreurs, on les achète plus, bien entendu. Et voilà, ben écoute, ça fait le tour. Fait qu'on a réussi. On a réussi à faire un épisode d'une durée respectable pour vous à la maison. Donc c'était super. Pour de vrai, je suis vraiment excité là, que la saison 8 commence. Ça me manquait de parler de jeu avec toi. Oui, ça fait du bien. Ouais, j'espère que dans vos oreilles, c'est aussi satisfaisant que dans notre micro, parce qu'on est bien content d'être de retour et la saison 8 nous prépare encore une fois plusieurs surprises, plusieurs sujets qu'on n'avait jamais abordés avant, plusieurs concepts qu'on va se lancer là, puis peut-être qu'on reviendra jamais dessus. Bien hâte à la suite de ça. C'est déjà la fin. On a mentionné un petit peu en début d'émission, on veut pas prendre votre argent de façon démesurée, c'est pas ça le but, mais on a un Patreon, c'est 2$ par mois, si ça vous intéresse, ça va nous faire vraiment plaisir, ça nous aide beaucoup et surtout, ça nous encourage vraiment à continuer, donc tapez ça quelque part, le Patreon Balado Ludique, vous allez pouvoir le trouver. Mais sentez-vous pas mal de nous écouter sans donner pour le Patreon. On va continuer à le faire quand même et on vous aime tout autant, même si vous n'êtes pas Patreon. Ben oui, puis écoute, on fait encore des choses sur les autres plateformes, hein? Continuez à nous suivre sur Twitch, YouTube, sur toutes les autres choses qu'on fait. Exactement. Puis ben, si vous avez rien suivi de ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est pas grave. Là, on vous a parlé un peu des zones proto premier dimanche du mois. Mais au cours de la saison, on va vous parler un peu des autres projets qu'on a et vers quoi on veut s'en aller. Si vous avez des idées, on est toujours preneurs. Dites-vous juste une chose, on commencera pas à faire des vidéos de règles et des reviews de jeux là, avec un beau décor puis une belle ludothèque toute bien placée. Ça fait pas partie de notre ADN, mais gros shout-out à ceux qui le font. Oui, absolument. Gros travail, c'est de la grosse job. Ben ouais, ça, nous, on est un peu paresseux, hein, je pense. Ben ouais, ben là, nous, on court-circuite un peu le truc, là. Ouais, puis on met nos efforts à d'autres places, tu sais. On met tous nos efforts sur les Pokégames. Les Pokégames, ça s'en vient, ça va être épique. Oh yes! La finale. La grande finale des Pokégames. C'est plus attendu que la finale de Game of Thrones pour certaines personnes, là. Ah ben j'espère que ça va être mieux reçu, en tout cas. Parfait. Donc, tout le monde, on vous dit une très bonne journée. Et sur ça, JF, je te laisse le mot de la fin.
Ben écoutez, c'était un plaisir de recommencer cette saison avec vous. J'espère que vous allez nous suivre longtemps et continuer à nous suivre sur les différentes plateformes. Et je vous souhaite bon jeu! Continuez à jouer!